Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut les amis, on se retrouve pour un numéro. Alors, c'est un numéro un petit peu spécial. Avant toute chose, comment tu vas, Messaya? Moi, ça va très bien, toi, Thomas. Ouais, ça va, un peu fatigué, un peu. Je tourne avant de partir en vacances dans 3-4 jours. Je te cache pas que la fatigue commence à se faire sentir. Bah, moi, je suis en arrêt de travail, je me repose aussi, par rapport à des petits problèmes de santé, mais ça va. Voilà. Moi d'ailleurs, je tenais à vous dire quand même, voilà, on va faire un petit peu comment on va vous montrer un petit peu les coulisses. À la base, on devait faire Kurt Angle. Et moi, comme je suis vraiment fatigué, je me dis on va faire la FAQ, ce sera un petit peu plus chill pour nous. Déjà, ça va pouvoir aussi faire un petit peu permettre c'est pas français ce que je viens de dire. Ça va nous permettre de parler un petit peu de beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires différents. Je suis très content parce qu'on va pouvoir parler de gens qu'on oublie toujours de mettre une petite dédicace. Comme vous avez pu le voir depuis normalement 2-3 épisodes, il y a un nouveau générique qui est quand même un peu plus carré que ce que j'ai fait moi. Oui. T'es d'accord avec ça? Ouais, bah on remercie Zeb. Zeb, j'ai mis dans les commentaires, vous avez son adresse mail. Si vous voulez du montage. Si vous voulez du montage, c'est son métier, il fait ça professionnellement. C'est un petite fleur qu'il nous a offert à nous, c'est très sympa de sa part. Ouais, franchement, on te remercie énormément. Tu fais du super taf et de nous accorder un peu de travail, un peu de temps, ouais, un peu super, de temps pour rien récupérer derrière. On essaie de te faire la pub au maximum. Voilà, chaque fois que de toute façon que je vais utiliser maintenant la vidéo de la chaîne, il aura son petit mail en dessous, quel que soit que ce soit un short ou un truc qui a son mail en dessous. Et moi je t'encourage, si tu fais un Instagram, je mettrai ton Instagram avec grand plaisir, il y a pas de souci. C'est ça, c'est des réseaux à partager, on te les partagera avec grand plaisir. Et n'hésite pas à venir faire un petit coucou. Il est sur le Discord, donc même si des gens du Discord ont des questions à lui poser, qu'ils n'hésitent pas à le voir en privé ensuite, à lui envoyer des mails, je pense qu'il y a pas de souci. Et Thomas aussi fait évoluer le visuel de la chaîne. Il refait toutes les miniatures progressivement. On se fait aider par de l'IA, vous l'avez remarqué. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de mal avec ça, mais nous, on n'a pas les moyens de payer des artistes pour nous faire nos miniatures. Ouais, et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, je te l'ai pas dit, mais sur une vidéo ou deux, j'avais reçu des messages par rapport à la miniature, comme quoi c'était un truc avec un copyright. En plus. Ouais, donc du coup, si un jour on grandit un petit peu comme on espère grandir, toute la plupart des visuels risquent de sauter. Oui. Donc au moins, avec ce que je fais là, bon, c'est un peu... Déjà, ça donne une identité visuelle à la chaîne parce que c'est le même principe pour toutes les vidéos. Oui. Et au moins, je risquerai pas de me les faire sauter. C'est ça, on risquera rien. Et moi, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est des miniatures, je trouve elles tapent bien à l'œil. Elles sont sympas. Et peut-être, oui, si on arrive à grandir et pourquoi pas avoir un peu de revenus liés à la chaîne, on demandera peut-être à un artiste de nous faire des miniatures. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. Comme le générique, la musique du générique, c'est un voisin à moi qui me l'a gentiment donné. Oui, là, au moins, on est tranquille. Donc, Donc, quand Seb, par exemple, nous avait refait le générique, il avait utilisé My Time de Triple H, c'était super bien, c'était génial. Ouais. Mais on peut pas. Le problème, c'est que on peut pas et j'ai envie de garder la musique offerte par mon voisin parce que c'est très sympa ce qu'il a fait. Alors écoute, Messaya, on va partir tout doucement sur la FAQ. Est-ce qu'on a encore 2-3 petites choses à dire que Abonnez-vous. Comme d'habitude, le Discord, vous pouvez nous rejoindre. Hein, j'ai mis le lien en Discord. La première saison est sur Spotify. Tu sais qu'il y a des gens qui m'ont fait des retours et qui sont très contents de ça. Ok. Ça leur permet, parce que tout le monde n'a pas YouTube Premium, ce que je conçois à 100%. Oui, parce que c'est vrai que moi, comme j'ai YouTube Premium, je me rends pas compte du nombre de pubs qu'il peut avoir sur la vidéo. Voilà, ou tout simplement YouTube Premium, si t'as pas YouTube Premium, parce que nous on n'a pas de pub, c'est juste que tu peux pas la mettre en miniature. Oui, alors que nous on peut la couper. Et tu peux éteindre ton téléphone et voilà. Donc je pense que les gens qui font du sport, ça les arrange comme ça. Donc ce que je peux comprendre, tout à fait. Par contre, je tiens à vous dire un truc quand même, les amis. Si vous avez un VPN et que vous mettez en Albanie, YouTube est gratuit. YouTube Premium est gratuit. Non, c'est pas une blague, c'est bon. On n'est pas censé faire ce genre de pub. On fait pas de la pub, on est de toute façon. Oui, on n'a pas cité de marque de VPN. Hein. Et j'ai pas cité de marque de VPN. Bah, par contre, s'il y a une marque de VPN qui veut bien nous envoyer une sponsor, on prend. Hein. Ouais, alors avec des pincettes, parce que moi, les enfoirés, ils ont quand même bloqué mon site où je matais des matchs de foot depuis 25 ans. Mais c'est pas la faute du VPN, ça. Si, parce que c'est l'État qui ont dit au VPN, maintenant, même si tu pars à l'étranger, si tu te mets dans un autre pays, ils te bloquent quand même le site parce que c'est un distributeur français. Ah, ton réseau. Donc les VPN, ils ont accepté de se coucher. Donc pour l'instant, je suis un peu réticent. Donc, allez les amis. Mais ça y est, devant toi, tu as 24 papiers. Oui. Moi, je vais essayer de mettre vos questions. Chaque fois que vous posez une question, j'essaierai de la mettre en gros pour que vous voyez la question aussi. Pour le nom aussi de la personne qui a laissé la question. Si j'en ai oublié, s'il y a des choses que j'ai oubliées, j'en ai retiré 20. Moi, j'en ai trouvé 24. Si j'en ai oublié, on en refera peut-être un deuxième un peu plus tard. N'hésitez pas à me le redire. Ah, tiens, j'ai oublié. Voilà. Tu as oublié cette question-là. Mais ça y est, c'est quand tu veux. Par contre, je n'ai pas mis d'où venait la question.
Il y en a, c'était sur des vidéos, il y en a sur... Voilà, oui, non, on a pris surtout nos réseaux, entre guillemets. Le 12. Alors, la question 12. La question 12, c'est une question de monsieur... Alors, excuse-moi si je le prononce mal. Kiltalis006. Vous allez là, on va l'avoir plusieurs fois, cette personne. C'est quelqu'un qui est très présent toujours sur nos émissions, sur nos vidéos. Toujours il commente. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, que c'est la personne, je t'avais déjà parlé, qui est routier. Oui. Donc il écoute beaucoup nos émissions pendant qu'il roule. Donc c'est toujours sympa d'avoir un petit retour de toi. Il a laissé 4-5 questions. Donc tu vas en voilà. Il nous a demandé, est-ce que vous pensez un jour parler de choses plus récentes? Votre avis serait sympa aussi. Ben, on le fait déjà un petit peu avec les vidéos pourries. J'essaye de mettre un peu plus d'actualité. Par contre, c'est vrai que pour moi personnellement, on fera jamais d'actu à proprement parler. Ah ben moi c'est niet pour moi aussi parce qu'on suit beaucoup moins qu'avant déjà. Et même si je suis toujours les news et tout comme ça, je suis moins au fait de regarder les shows en entier. Donc souvent je les vois par le prisme d'autres personnes. Donc du coup mon avis est pas forcément ultra pertinent non plus. Et comme on a dit, le principe de nos grosses vidéos, il faut qu'elles soient un peu ancrées dans le temps. Ça veut dire que vous pouvez les regarder dans 5-6 ans. Elles sont toujours cool à écouter. Et il y aura pas une grosse évolution sur la carrière. Goldberg, finalement, je prends l'exemple de Goldberg parce qu'il fallait bien que je le cite à mon moment. Mais finalement, l'émission de Goldberg, à part son dernier run face à Gunther, elle est complète. Oui, c'est ça. Donc on essaie de faire des vidéos un peu complètes, ou même quand on fait, par exemple, Jeff Hardy qui continue de faire des trucs maintenant, on l'a cité, mais on n'a pas étayé dessus parce qu'on n'a pas de recul et que ça va continuer d'avancer. Pareil pour la vidéo de Edge aussi, que lui il continue son run. Donc je pense dans des vidéos un peu spéciales comme les pots pourris, les 17 questions, des trucs comme ça, on parlera un peu d'actu. Oui, bah de toute façon, par exemple, je pense que dans un prochain pot pourri, on parlera un petit peu de Clash in Paris. Oui, bah oui, c'est ça. Alors là, nous quand on tourne, il est pas encore passé. Vous, quand vous écoutez, il est déjà passé. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc l'actu, on le fera ponctuellement, mais on fera pas d'émission clairement actu récent. De parler de catcheurs récents, oui, on fera des vidéos sur des catcheurs quand même assez actuels, ça arrivera au bout d'un moment. Bon, on avait parlé qu'on voulait faire Sami Zayn, par exemple, Sami Zayn, Kevin Owens. On va continuer un peu le format avec les 17 questions. Et maintenant, ce que j'aimerais dans les 17 questions, c'est aussi vous citer 3-4 fois les amis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à toujours poser des questions, puis je m'en resserre avec toi. Bien sûr. Tu vois, parce que là, ils ont été très pertinents, hein, les amis, franchement, il y a certaines questions, ils vont te mettre... au défi. Hein. Bah, j'attends de voir. Voilà. Sinon, on va continuer un peu dans ce format-là avec les 17 questions, mais pas vraiment d'actu. Et j'ai envie de dire que si vous voulez voir de l'actu et des reviews de show, par exemple, vous en avez qui le font très très bien. Comme par exemple, on est d'accord avec Sturi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, on a notre ami aussi, parce que je dis notre ami Lunatic Enigma, qui fait aussi un petit peu de review. Oui. Qui est abonné à cette chaîne. Il a sa chaîne. Il est avec nous sur le Discord. Il est avec nous sur le Discord. Et je vous encourage un peu à lui donner de la force et dans les reviews. C'est ça, il a pas beaucoup d'abonnés lui non plus, donc si on peut partager un peu nos commus, n'hésitez pas. Voilà. Eh ben, je te propose qu'on continue. Oui, le 24. Alors, question 24. Je me dirige tout doucement, les amis. Alors, la question 24, oui, je suis en train de la chercher alors que je l'avais pas encore notée. Parce que elle est arrivée hier. D'accord. C'est est-ce qu'on fera un épisode sur Rey Mysterio? Faut que tu saches que c'est quelque chose qui m'a été demandé. C'est pas la première fois. C'est quand même un image marquant de notre... T'as le nom du pseudo de la personne? Alors, si tu me laisses 2 secondes, au moins tu peux le citer. Je peux te le citer tout de suite. C'est vrai qu'on a fait un petit passage sur lui dans notre vidéo sur Eddie Guerrero. Ouais, alors le problème de ces vidéos-là, excuse-moi, mais ça y est, je te coupe, c'est qu'en fait, je peux comprendre les gens quand ils nous disent elles sont pas terribles à l'écoute parce que la qualité est pas la même qu'aujourd'hui. Ah oui. Tu vois? Rey Mysterio fait quand même partie des gros noms de la lutte US. Et je pense qu'on y passera. C'est Ricard Carius 92-98. D'accord. Voilà, il l'a posé il y a une journée. Quand je tourne, c'est pour ça que je l'ai pas. Rey Mysterio, un jour peut-être, super émission. Et du coup, comme on l'a dans la vidéo, comme on a dit sur les retombées de la mort d'Eddie Guerrero, on l'a pas mal cité, mais oui, on n'a pas retracé sa carrière. Ouais, c'est vrai. Et ça, comme je viens de dire, c'est un gros nom de la lutte US, donc je pense qu'on y passera. Je ne sais pas quand, mais on en fera partie. Peut-être en plus, je sais pas s'il est proche de la retraite ou pas. Donc on verra dans les années qui vont suivre. Je pense que lui, je ferais bien comme Cena. Cena, on avait dit qu'on attendait quoi qu'il arrive sa fin de carrière, un petit peu de recul par rapport à sa fin de carrière, et ensuite on ferait la grosse émission sur Cena en 3 numéros. On verra. En 5 non, 8 Non, je pense en 1 ou 2. En 1. John Cena, tu penses en 1 En 1. Bon, alors ok. Mais on va laisser un petit peu le recul de l'émission là. Et je te remercie encore pour le petit commentaire très sympa, parce que c'est toujours agréable de vous lire. Vous êtes toujours très sympa. Mais oui, Rey Mysterio, je pense qu'on fera une émission parce que c'est quand même important de parler de lui dans la globalité de la WCW, de son passage.
des choses qu'il a fait avant, de parler WWE forcément, et aussi que dans les récentes, il a quand même bougé beaucoup. Ouais, alors, du coup, de parler de ses apparitions et tout ça, ça peut être quand même bien cool. Et c'est surtout l'influence et l'impact qu'il a laissé mérite qu'il ait une émission. Ouais, et puis il fait aussi partie de ces derniers, un petit peu des derniers des Mohicans, parce que j'avais dit la bêtise que quand Goldberg est parti, c'était le dernier pion de la WCW. Il y a Mysterio. Il y a Mysterio aussi, ouais, mais Mysterio, c'était moins, pas pareil. Parce que Mysterio, la WCW, ils ont quand même essayé de le tuer, hein. Sans le vouloir, ils ont voulu le tuer, hein. C'est vrai. De lui retirer le masque. C'était une débilité sans nom. Non, mais je suis content un petit peu de faire comme ça, je trouve ça agréable de parler un petit peu de tout ça. Question suivante, du coup. Ouais. Le 8. Alors, le 8, faut que j'y retourne, je suis désolé. Ah, ben voilà. C'est Jean-François Fresquet. C'est la personne que je te disais, je sais plus si c'était en off ou quand on a commencé l'émission. Il fait partie des personnes aussi qui me laissent toujours énormément de commentaires. Oui. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir, je lui réponds de temps en temps quand je peux, c'est pas toujours. Mais là, question très intéressante, la génération NT1 aurait-elle été autant hypée sans les commentaires de Ajus et Chéreau? Bah non. Ah, je te le dis clairement, non. C'est un tout. Leurs commentaires ont fait beaucoup pour la popularité du catch. Bah moi, je les ai connus. J'ai connu le catch grâce à eux aussi, hein, parce que sur RTL9, c'était eux qui commentaient. La chimie qu'ils ont, et aussi, on va faire un peu un détail du public français, parce que c'est pareil pour ceux qui commentent à EW et Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo. C'est que les chaînes de télé, et ça marche comme ça en France, il faut que la star du programme, ce soit celui qui commente. Et du coup, dans la génération NT1, c'est totalement ça. On regarde le show, pas uniquement pour le show de catch, mais aussi pour entendre Ajus et Chéreau. Parce que c'est eux les stars du programme télé. Ça veut dire qu'ils sont tellement divertissants, ils vont nous donner des émotions, ils vont être marrants à écouter, leur rivalité dans leurs trucs, dans leurs commentaires, parce qu'ils se mettent des tacles et tout, c'est génialissime. Et ça, c'est un truc plus ou moins typiquement français. Je sais que Norbert, il avait été invité chez un autre podcasteur, et il en avait parlé, c'est une demande de la chaîne. Warner TV Next leur demande justement de faire du comique, d'appuyer sur des personnages, de beaucoup jouer, de beaucoup faire... D'avoir une gimmick. D'avoir une gimmick, en fait. Même si je pense... Et ça, c'est français. Et on peut te donner le parallèle, désolé, je te coupe, sur d'autres émissions on va dire mythiques. Il y en a un qui est mort il y a pas longtemps, les émissions d'Ardisson, les machins comme ça. Le présentateur, en général, il est vachement important. Il est vraiment mis en avant. Et c'est un truc typiquement français, ça. C'est pas comme dans les émissions US, où c'est en retrait, ils sont là pour vraiment commenter. Tu parles des commentateurs. Des commentateurs en général. Dans les shows télé, les présentateurs, oui. C'est des stars. Voilà, et ben la France, ils veulent que, même dans les commentaires, quand tu regardes les commentateurs de foot aussi, hein, des fois certains étaient très divertissants. Hein. Bah, moi, le problème que j'ai avec ce que j'aime bien, tu vois, c'est que avec tu sens la fatigue. Hein, oui. Avec Philippe Ajus et Christophe Chéreau, ce qui était bien. Tu les as percés. Ouais. Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Putain, tu sens que c'est dur. Hein. Je suis désolé, les amis. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait, c'est un peu le même finalement fonctionnement que nous deux, toute proportion gardée. T'as l'expert. Oui. Et t'as la personne à côté qui essaie d'apporter sa pierre. Comme c'est aux États-Unis, ils le font aussi, mais c'est moins poussé. C'est un commentateur qui est pas forcément connaisseur de catch et un color commentator qui lui est un expert. Bah c'est ce qu'on essaie de faire par exemple. Et ça fonctionne comme ça. Et c'est ça beaucoup dans des émissions de foot. Par exemple, tu parlais tout à l'heure d'émissions de foot comme moi j'écoute RMC Sport le soir. Tu as le présentateur et tu as des chroniqueurs. Oui. Et le présentateur est vraiment juste là pour donner la balle au chroniqueur, mais sans jamais trop donner son avis. Oui. Ça, j'aime bien. Tu vois. Pour revenir sur Ajus et Chéreau, c'est Ajus qui est un énorme expert et que c'est lui qui va donner les storylines, les anecdotes, les détails de carrière et tout ça. Et Philippe Chéreau, lui, va montrer le côté plus professionnel parce que lui, dans le monde de la télé depuis des années, le monde de la radio et tout ça. Et lui, il va donner plus d'émotion. Il va pas être sur le côté technique, il va plus être sur l'émotion, soutenir toujours les faces. Tu vois, c'est vraiment... Et du coup, ça donne un duo vraiment parfait. Mais parce que moi, j'ai toujours considéré que, et je l'avais même déjà dit dans une autre émission, c'est que par exemple, on faisait notre émission, mais que j'en connaissais autant que toi sur le catch, l'émission serait moins intéressante. En vrai, je pense aussi parce que t'aurais moins la partie de tennis. Oui, c'est ça, j'aurais moins le répondant en fait. Parce que finalement, les gens, bah oui, tu pourrais, avec un grand expert, un expert, quelqu'un qui en connaît autant que toi, bah, je pense qu'en fait, sur un point de storyline, ça durerait 25 minutes. Parce que vous voudriez tous les deux être pointu. Oui, et en fait, oui, et ce serait pas fluide, ce serait pas une discussion. Alors que, voilà, nous, et ça, c'est ça que j'aime bien. Si un jour quelqu'un me donnait l'opportunité de faire nos émissions, et moi en parlant de foot avec quelqu'un comme
eh ben je serais super, tu vois, ça je le ferais. Ouais. Mais pas, je trouve que c'est ce que Christophe Ajus avait et Philippe Chéreau avait, là je me suis pas trompé. Oui. C'est qu'ils avaient vraiment ce côté-là avec vraiment le mec qui s'y connaissait à fond et l'autre à côté qui était vraiment un monstre de télévision quand même. C'est un monstre de télévision. Vérité, parce qu'il était quand même sur Automoto même avant, il était sur tout ce qui est programme de moteur, je crois. Oui, c'est ça. Et même il est même il produit des émissions, des trucs comme ça. Donc. Il a emmené, si tu veux, son professionnalisme sans le côté catchesque. Et en plus, je vous conseille de lire leurs histoires, de regarder des vidéos. Moi, j'ai la chance d'avoir le bouquin Simplement 2. Je l'ai acheté. Et comme ça s'appelle, Ajus doit beaucoup à Chéreau parce que Chéreau lui a permis à la première mission, il voulait pas le garder parce qu'il avait pas encore mué, parce qu'il est quand même arrivé à la télé à peine 20 ans. Ouais, à peine 20 ans, il avait 18 piges. Et en fait, c'est Chéreau qui a dit non, il a l'air de s'y connaître, sa voix elle va changer, il va grandir, donnez-lui sa chance. Et donc du coup, ça a donné le meilleur duo de catch. Et maintenant, je pense qu'il est devenu fan, Chéreau. De catch. Oui, il adore le catch, mais c'est un fan de catch, on va dire, comme la plupart des gens dans le public US. Quand ils vont voir les shows, on va dire c'est voir un spectacle. Il va pas voir tous les insiders, tous les trucs. C'est ça, il va pas être le côté technique et tout. Lui, il va être dans l'émotion. C'est pour ça que la WWE lui convient bien, par exemple. Ouais, parfait. Voilà, Philippe Chéreau, je parle pour lui, j'en sais rien, mais je pense que si on lui montre un produit comme AEW, il sera moins touché. Ouais. Parce que là, c'est plus par rapport au catch. Ouais, mais moi, c'est. Donc oui, pour répondre à la question, oui, c'est pratiquement plus de la moitié fait que la génération NT1. Il y a une hype comme ça, c'est grâce à Philippe et Christophe. Je me permets aussi de dire un truc, c'est qu'ils peuvent aussi remercier le public français parce que s'ils ont été à des WrestleMania en étant en ringside, c'est aussi grâce au public français. Ah c'est un retour, c'est un partage entre eux. On peut leur remercier énormément pour ce qu'ils nous ont fait, le fait de découvrir le catch, mais d'un autre côté, le public avec eux a toujours été présent. Bah oui, mais on est chauvin. Hein. Le AEW c'est pareil, Norbert et Alain, ils ont un bon gros fan following parce que on est tellement content qu'ils ont réussi à avoir un poste dans une des grosses fédérations du monde et de les voir commenter toutes les semaines à la télé. Forcément, ils nous donnent ce qu'eux ils vivent et nous on leur donne notre amour. Dans le Discord et dans un commentaire, mais je n'ai pas pris ce commentaire-là, on nous avait dit c'est quand vous commenterez des émissions de catch. Écoutez, si une fédération française veut qu'on commente le catch, qu'on commande leur show, on y va. Hein. On prendra pas trop cher, vous inquiétez pas, on n'est pas cher. Hein. Il y a pas de souci. Le 6, Thomas. Le 6, alors je note juste pour le timecode. Pour le timecode et puis pour vous mettre un petit... J'aime bien, tu vois, cette émission sympathique, je trouve. Alors, ça on va pouvoir en débattre, même si je pense que je sais ce que tu vas dire. Superbe démarche qu'une FAQ, c'est Sébastien Joly, 45-42. Je me demande si c'est pas Seb. Si c'est pas celui qui nous fait les vidéos, justement. Bah non, parce que l'autre, c'est Zeb. Oui, mais Zeb sur le Discord. Ah, d'accord. Superbe démarche qu'une FAQ, j'aurais une question qui me questionne. Je sais, c'est pas moi, hein. Je sais pour vous, la NWO et la WWE en 2002 n'a aucun intérêt. Ça n'existe pas. Mais je peux m'empêcher de penser que la blessure de Kevin Nash, voire le renvoi de Scotto, l'a gâché une potentielle storyline avec possiblement l'arrivée de Triple H en son sein. Ah! J'aimerais bien savoir quel est votre avis sur une possible continuité de la NWO avec Shawn Michaels et Triple H dans la NWO. Ok. On est en plein what if, mais ça aurait pu être très intéressant de voir la clique sous les couleurs NWO, surtout qu'on aurait pu avoir X-Pac et Nash avec eux. Je regarde vraiment cette fin bâclée à cause d'une blessure. Ouais. Donc je sais pas si tu vois la question. Non, c'est un bon what if un peu sympa, mais je pense dans l'idée que Triple H l'aurait jamais rejoint. Juste parce que c'est le bras armé de Vince, et que dans l'idée, il aurait voulu que la WWE soit plus forte que la NWO à la fin. Ouais. Les fins. Donc du coup, je pense qu'on aurait eu la NWO, qu'on aurait peut-être continué, ce qui aurait permis à Shawn Michaels de rester dedans. Puis peut-être après et puis peut-être de trahir la NWO, puis d'aller rejoindre Triple H, on aurait eu une première réunification de DX, peut-être. Peut-être dans ce sens-là, ouais. Et je pense que du coup, peut-être la NWO aurait fini face, et Triple H aurait été le dominant comme il aurait été, quoi. Ouais, mais la DX aurait gagné la rivalité de toute façon. À la fin, oui. Mais je pense que Triple H, il aurait été l'adversaire, entre guillemets, de la NWO. Ouais. Je le vois pas les rejoindre. C'est bizarre, c'est un peu le feeling que j'ai. Tu penses qu'on aurait juste à cause de tout ce qu'on sait backstage en fait, que je vois pas pourquoi ils auraient mis tellement en avant la NWO pour que ça dure longtemps. Pour moi, ça aurait été quand même une storyline qui aurait pas duré. De toute façon, on pourra jamais savoir parce que même s'ils avaient repris les contrats de la NWO avant, tu sais, pendant l'invasion, son Triple H était blessé. Oui. Quoi qu'il arrive, on n'aurait jamais pu savoir. Non, mais je pense que c'est après quand mais c'est après, non, mais ça aurait été. Et oui, la blessure de Nash a tout foiré, ce qui a accéléré la rivalité Shawn Triple H.
Oui, ça aurait peut-être duré un peu. Et je pense que dans la fin des fins, c'est ce que ça aurait donné, tu vois. Ils disent que c'est l'arrêt de Kevin Nash qui a stoppé la NWO. Mais je pense que dans la finalité, Shawn Michaels aurait été le leader de la NWO. Ah ouais? Oui, parce que oui. Avec son retour et tout, je pense que c'était lui qui était prévu à être devant Nash, en fait. Ou peut-être que ça aurait été lui qui aurait cassé la NWO en trahissant Nash et en cassant complètement le clan. Ah, moi, je le voyais plus dans le sens là. Ouais, ça aurait pu être ça et rejoindre la DX pour faire une rivalité, et ensuite, à la fin, Triple H éclatait Shawn Michaels et puis repartait vers leur rivalité. Ouais. C'est intéressant comme truc quand même. Hein. Ouais, les What If, ça, c'est vraiment un truc d'enfance, voir la NWO face à la DX. Ouais. Ça aurait été cool quand même. Ça aurait été cool, ouais. Ça aurait été cool. Alors que pourtant, c'est les mêmes. Regret de Bischoff. De pas les avoir laissés rentrer. Que quand ils rentrent avec le tank, ils auraient eu, ça aurait été. Je pense que ça aurait été génial, mais je pense que comme tu l'as dit dans la vidéo quand on le cite, Triple H et les autres, je pense qu'ils seraient restés cons, en fait. Ils seraient pas quoi faire. Ils auraient pas su quoi faire. Il aurait fallu appeler Vince pour savoir on rentre ou on rentre pas. Ouais, c'est ça. Parce que t'imagines Vince devant sa télé en train de zapper qui voit la DX sur Nitro. Ouais. Les gars, rentrez pas. Hein. Vous venez pas à Stamford. Là, les gars, ça va saigner, là. Non, mais c'est une bonne question, Sébastien, et je t'en remercie. Et je suis d'accord, ça aurait été cool. Là, je pense qu'on aurait pu avoir une putain de belle storyline. Ouais, mais elle aurait pas tourné juste au point comme lui pense. Je pense pas que toute la clique aurait été réunie dans le sigle NWO. Oui, je pense que Triple H, par rapport justement à... Oh, encore une fois, je rebondis, j'ai juste pensé. Avec ce qui passait avec le Curtain Call, c'est lui qui a tout mangé, qui a été puni. Il a toujours eu de la rancœur en face aux autres gars, en fait. Même Shawn Michaels. Bah, de toute façon, tu le dis dans l'émission sur Shawn Michaels, hein, comme quoi... Voilà, et du coup... Je pense que refaire toute une clique à la télé dans la NWO, Triple H, lui, ça lui aurait pas été. Parce que Triple H, à ce moment-là, c'est limite le plus gros nom. Ah oui, c'est le top. Le top heel, déjà. Le top heel de Raw. On est sur les déclins bientôt le départ de Steve Austin, le déclin de The Rock, le machin comme ça. Et en fait, il restait lui et le Taker. Donc, du coup, c'est l'un des gros noms. Donc, je le vois pas se mettre sous la bannière d'un clan NWO où il aurait pas été le leader. Je suis d'accord avec toi. Voilà, j'aurais pas vu ça. Il se serait pas mis en dessous de quelqu'un. Ouais. Triple H, pas possible. Le 20. Ça va, intéressant, tu trouves pour l'instant? Bah pour l'instant c'est cool, c'est des bonnes questions. Tranquillité. Alors là, ça va être c'est encore une fois Kiltalis qui nous demande votre top 5 des catcheurs préférés et les 5 que vous aimez moins. Je te propose de commencer par ton top 5 préféré, même si je sais qu'il va être le premier. Oui. Vas-y. Donc j'y ai réfléchi, donc... Ah, tu nous as cassé la tête avec ta question. Parce que c'est difficile en fait, c'est parce qu'on aime beaucoup de catcheurs et en fait c'est de savoir faire un classement. Je suis désolé, j'arrive pas à citer que 5 noms, donc je vais en citer 8. Ça va, c'est un top 5, j'en mets 8. Ouais, j'en ai 8. Je vais mettre 3 mentions honorables. Vas-y, alors commence par tes mentions. Voilà, donc CM Punk. Ouais. Kenny Omega. Ouais. Et Triple H. Ok, je pensais que Kenny Omega serait dans ton top. Ouais, j'ai hésité longuement. Et donc les 5? Les 5. Alors, tu commences par le 5e? Par le 5e, on va aller pro, on va aller croissant. Ouais. Donc le 5e est J-Style. Ouais. Donc je l'ai déjà assez souvent parlé, c'est dès que je l'ai découvert à la TNA, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu en dehors de la WWE, il m'a flashé tout de suite par rapport à son in-ring, malgré qu'il manquait un peu de charisme. C'est saison 4, je pense, pour moi, c'est AJ Styles. Moi, c'est non, saison 4. Saison 4, pour AJ Styles, je pense. Et du coup, lui, ça m'a flashé tout de suite. Et derrière, en plus, j'ai continué de le suivre. Donc, sa fin de TNA, j'ai adoré. Son passage au Japon, j'en mets partout. Hein. Et à la WWE, maintenant, le mec fait partie des meubles, quoi. C'est le mec qui s'est adapté à vraiment partout et à s'imposer partout. C'est clair. Le 4. Le 4. Probablement la meilleure gimmick de tous les temps. L'Undertaker. L'Undertaker. Bref, L'Undertaker, même s'il y a des moments où, vous voyez, hein, on le bâche des fois dans les émissions, hein. Mais je l'adore. Mais le Taker, on le bâchera encore. Hein. Voilà. C'est obligé. Mais je l'adore. C'est même en American Badass où il voulait rien branler. Même en American Badass, je l'aime bien, quoi. Je suis d'accord. Et c'est surtout l'ère moderne avec tous les séries à WrestleMania qu'il a fait et tout ça. C'est moi, je regardais durant la génération 1 je regardais les shows pour voir l'Undertaker. Je suis d'accord. Donc forcément. Le 3e, on a fait une émission dessus. Shawn Michaels. Oui. Shawn Michaels qui est probablement pour moi l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Déjà, on va dire en étant objectif, peut-être le meilleur. Ouais, voilà. Moi, donc qui m'a tout fait passer comme émotion. Le mec, le premier run, c'est le pur in-ring mis en avant, et le deuxième run, il a tout mis, la psychologie, le machin, prise mythique, un style de fou, l'impact qu'il a laissé. C'est aujourd'hui tous ces pauvres catcheurs qui se disent de Shawn Michaels. C'est vraiment, il a tellement laissé de marque à tout le monde. Je suis d'accord. Le deuxième, on en parle assez souvent, il aura aussi son émission, alors ça, par contre, je sais pas en combien de tomes. Ouais. Ça aussi, même si maintenant il est un peu has-been, il nous casse les couilles,
par rapport à tout ce qu'il a fait, ça a toujours été un de mes catcheurs préférés. Je l'ai pas là. Bah, c'est Chris Jericho. Ah oui, oui, Chris Jericho. Y2J, souviens-toi, je t'en parlais tout le temps. Je suis d'accord. Je suis fan fini. Qu'il a réussi à toujours se réinventer, qu'après de la WWE, il a fait des trucs géniaux pour la New Japan, pour la EW, ça a été vraiment le gros nom, même si maintenant, comme j'ai dit, il nous saoule un peu, mais toute sa carrière et son in-ring, il y a tout. C'est au micro, c'est peut-être probablement celui que je préfère le plus. Vraiment ça dépend des personnages en plus. C'est vrai. Chaque personnage, je l'adore au micro. Donc... C'est vrai, tu le dis dans l'émission sur Shawn Michaels. Voilà. Et ton premier. Et mon premier, je l'ai beaucoup dit aussi, c'est Hiroshi Tanahashi, donc The Ace. C'est actuellement le président de la New Japan. C'est je le dis pour vous faire comparative, c'est le John Cena du Japon, mais sans controverse. Ça veut dire que tout le monde a toujours été derrière lui, donc lui, dès qu'ils l'ont découvert, ça a été le visage. Il y a de la controverse sur Cena? Oui. C'est le héros. C'est vraiment la définition du héros. Alors, je l'ai aussi beaucoup dit, je préfère les heels en général que les face, mais quand vous voyez mon top, il n'y a pas tant de il y a qu'un vrai gros heel au final. Et c'est qui est Y2J, qui a été beaucoup plus souvent heel que face. Mais, les émotions que ça transmet, quand je vois Tanahashi, j'ai eu la chance de le voir en vrai, j'en ai pleuré. Ouais, c'est vrai, tu m'as dit ça. Voilà, le mec, j'adore son in-ring, il a une pêche de fou, il a un charisme de fou, et c'est vraiment c'est le héros parfait pour moi. Et même si c'est pas du catch que tout le monde a l'habitude de voir, la WWE, mais à l'Une Japan, il m'a passé tellement d'émotions de le voir, t'es derrière lui en fait. C'est le face ultime pour moi. Donc, il rien d'en parler, là, il va prendre sa retraite cette année. Ouais. Et il va toujours être là parce que ce sera le président, mais ce sera plus pareil. Ce sera plus pareil et c'est une carrière de fou malade. Alors, moi, mes 5 catcheurs préférés, merci Messiah. Je vais faire comme toi, j'ai une mention honorable, c'est Randy Savage, parce que moi, il fait partie des catcheurs old school que t'as redécouvert, ouais. Que j'ai redécouvert et que j'adore. Sa gimmick, le macho man, le mec, voilà, c'est macho man. En 5e, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est Booker T. Oh, trop bien. J'ai toujours kiffé Booker T parce que trop bien. Booker T, qu'est-ce que je devenais fou quand il faisait le spinner Woody et que je savais que derrière elle allait se prendre une bûche. C'était un truc de fou. Je pétais un câble dans ma télé. En 4e, c'est Sami Zayn parce que Sami Zayn, c'est le dernier catcheur aujourd'hui qui m'a fait devenir fou devant ma télé. Ce show, c'est le Rumble? Non, Elimination Chamber. Elimination Chamber. À Montréal. À Montréal, je suis comme un fou et enfoiré de Roman Reigns. Ouais. L'underdog ultime. En 3e, Kurt Angle, parce que machine zéro défaut et il fait partie des catcheurs. Il a tout. Et lui, ça me fait chier que justement que j'ai cité 5, 8 noms, parce que lui, il est dans mon top 10 en fait. Mais Kurt Angle, voilà. Et je pense que vraiment, normalement, il y a un autre catcheur pour moi qui était aussi intense que lui, aussi une deuxième machine zéro défaut, c'est Chris Benoit, mais j'ai pas voulu le mettre dans le 2. Non, en plus, je suis pas tout à fait d'accord parce que Benoît, il avait pas le micro. Ouais, c'est vrai. Alors que Kurt Angle, il a tout. Il était comique, il était dangereux, il était tout, quoi. En 2e, c'est pas compliqué, comme vous connaissez, c'est Goldberg. Le mec, je m'en foutais du in-ring, mais le gars, ce qui dégageait, j'arrive, je pète une tête, je repars. Charisme à tout péter. Et en premier, c'est Shawn Michaels, parce que si aujourd'hui on fait cette émission, moi je pense que c'est aussi grâce à Shawn Michaels. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal dans mon top 5. Et bizarrement, les gens peut-être vont nous le dire, qu'on n'est pas un The Rock ou un Steve Austin dans le top. Ouais, mais Steve Austin, c'est trop une étoile filante. Pour moi, Steve Austin, c'est trop une étoile filante. Et The Rock, j'en ai trop mis plein la gueule. Mais The Rock, on fait partie des gens, on l'a toujours assumé qu'il a jamais été partie de nos préférés, même quand il était en top. Et Steve Austin, pour moi, c'est probablement le catcheur le plus populaire de toute l'histoire du catch. Ah oui. Mais comme moi j'ai besoin de tout un package, j'adorais Austin, j'adore voir ses segments aujourd'hui, j'adore voir ses matchs et tout ça. Mais il a pas ce que je recherche moi dans le monde du catch, donc il peut pas rentrer dedans. Je te propose qu'on enchaîne avec les flops. Les flops. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Alors, dans mes flops, je suis désolé les amis, je vais me faire bâcher. Je commence par on commence pareil du 5 au Oui, au premier. La 5e, c'est Naomi. J'ai toujours du mal avec Naomi. Naomi Naomi, quand elle est partie, et je l'ai déjà dit avec Sasha Banks, que je l'entendais dire, je veux être au top. Pour moi, c'était une catcheuse qui se voyait beaucoup plus belle que ce qu'elle était. Et aujourd'hui, je suis très content qu'elle ait eu un titre et que le personnage a fait en sorte qu'elle mérite ce titre et qu'elle était pertinente. Mais j'avais toujours du mal avec elle. Moi, elle fait pas partie de mon top, mais moi, ce qui m'a toujours gêné chez Naomi, c'est dans le in-ring, où j'ai plus l'impression de voir une chorégraphe qu'une catcheuse. Pour moi, il lui a toujours manqué un truc d'in-ring. Ça va mieux maintenant, mais pour moi, il lui manque toujours. J'ai vu ses matchs récents. Il y a des moments très cool avec elle. Mais
il y a plein de petits détails qui fait que ça me sort très souvent. Et puis on n'en a pas trop parlé dans l'émission sur un peu le racisme, mais sa prise de finition, je l'ai toujours trouvé limite. Ouais, oui, tu le dis, et ça t'a toujours gêné, tu l'as toujours dit. En 4e, c'est Enzo Amore. Je pense qu'on peut le citer comme catcheur. Alors tu vois, il est dans le top de notre classement personnel des mecs qui se partagent les neurones, quoi. Oui, mais alors par contre, tu vois, autant Ryback, je pense qu'il est un peu bœuf, mais j'ai une certaine sympathie pour lui. Autant Enzo Amore, j'en ai aucune. Ouais. Vraiment, c'est un gars qui me laisse, mais alors complètement indifférent. Vraiment. En 3e position, alors mon 3, 2, 1, c'est compliqué pour moi de les mettre dans l'ordre. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Ouais. Tu peux les mettre. Tu les détestes tout autant. C'est pas que je les déteste. Mais alors moi, la Nikki Bella, j'ai jamais pu me l'encadrer. Ah ouais, tu le disais aussi souvent. La catcheuse qui se prend pour une star du catch alors que t'as juste été marié avec la bonne personne. Je suis désolé, hein, mais Nikki Bella, je n'ai jamais pu. Le physique, il m'a jamais impressionné. Je l'ai jamais trouvé gracieuse ou quoi que ce soit. Elle m'a toujours laissé complètement indifférent, et même aujourd'hui, si j'avais été à Clash in Paris, son match face à Becky, c'est le moment où j'allais m'acheter un sandwich. Ouais. J'aurais pleuré à 20 balles le sandwich, mais je regardais pas son match, je n'arrive pas. Austin Theory, en 2, qui fait partie des catcheurs qui m'ont fait abandonner le catch pendant un moment, parce que il me sortait par les yeux. Sa période selfie, je pouvais pas. Et en premier, son booking, le booking a aidé. Parce que moi je maintiens quand même que c'est un catcheur qui a du potentiel. Non, mais après là on parle de la manière, de la manière dont on l'a mis en avant, c'était catastrophique. Et le premier, je vais me prendre des bâches monumentales. Je l'ai déjà dit, c'est LA Knight ou LA Knight, je n'arrive pas. Je n'y suis pas dans le train. Je ne serai jamais dans le train. LA Knight, déjà, tu t'appelles le chevalier de Los Angeles. Donc moi, pour moi, c'est red flag d'office. Je suis désolé, hein, vous pouvez m'insulter, allez-y. Et moi, je continue à dire que la meilleure performance d'LA Knight, c'est Brooklyn Nine-Nine. Et je vais rebondir parce que je l'ai pas mis dans mon top LA Knight. Je fais partie aussi des gens qui ne sont pas dans le train LA Knight. Après, je peux comprendre qu'on y soit. Que pour moi, il est pas dans la bonne époque. Que son personnage aurait marché peut-être durant leur attitude, dans la roussesse agressienne. Je trouve qu'en fait, il a un beau physique, il a un certain âge, il se débrouille bien, mais je trouve qu'en fait, c'est un peu genre du mauvais Steve Austin dans l'idée. Ouais. Et que je trouve qu'il est à la ramasse comparé au roster actuel. Ah ouais, moi on va dans le ring, en fait. Moi j'ai du mal. Après, chacun ses goûts et je comprends tout à fait. De toute façon, c'est subjectif, un top. Hein. C'est totalement subjectif. Donc des gens qui me disent LA Knight c'est mon catcheur préféré, mais je suis content pour vous. C'est bien. C'est que vous êtes dans l'air du temps et que ça vous plaît. Moi j'ai un peu plus de mal. Je te fais tu te laisses faire ton top 5? Oui, alors le premier. Ton flop 5? Ouais, dans mon flop 5, on en a partagé en 5e Enzo Amore. Oh non, tu peux pas. Donc je vais dire peut-être d'autres choses que ce que tu viens de dire. Donc lui déjà, c'est une personne que je trouve méprisable dans sa communication, dans son machin, à vouloir toujours être la plus grande star. Ses dérives m'ont dégoûté. Pour moi, c'est pas de sa décision, mais en fait c'est la personne qu'on a mis en avant qui me donne envie de vomir. Il a quand même tué la division Cruiserweight, ce qui était vraiment quand même sympa, la WWE, qui a pas été mis en avant, mais au moment où on l'a mis lui dedans, tout a été terminé. Complètement d'accord. Pareil, qui se voit toujours plus beau. Le gars à NXT, ok, il a marché, dans les débuts, ça maravait bien avec classe. Ah, mais au micro, on remet pas son talent au micro, hein. Mais le gars, en fait, dès qu'il sortait dans le ring, il avait rien à foutre dans le ring pour moi. Ouais. En fait, c'est un mec qui a appris le catch au début, et qu'après, en fait, il s'est reposé sur les rails parce qu'il voulait devenir une star. Tu disais d'ailleurs, il se blessait à des manières complètement idiotes. Tu disais, en fait, le gars était pas prêt. Quand il voulait sortir du ring. Ouais, c'est ça, c'est le moment, voilà. Et que derrière, en fait, le mec, comme il a une grande gueule, en fait, il y a des promoteurs qui se sont dit, ouais, comme il a une grande gueule, il va peut-être ramener de l'argent. Et ils ont voulu l'utiliser à des moments horribles. Et je redis, c'est un truc que je l'ai déjà dit en vidéo, il me semble. C'est quand ils ont voulu l'utiliser, durant le show du Madison Square Garden de la New Japan et de la Ring of Honor. Il s'est fait insulter, non? Voilà, c'est ça. Et quand ils ont voulu faire une shoot en le faisant apparaître, et pour moi, ça avait rien à voir. Pour moi, c'est une honte et une insulte d'avoir mis ce mec-là dans le ring de la New Japan. D'ailleurs, j'ai envie de dire à la TNA, qui est quand même sur le droit chemin, ne reprenez pas ce mec. Dégagez-le. Ah, n'allez pas dessus. Et par contre, son partenaire, je respecte sa rédemption. Il casse, pas de problème. Voilà, que Big Bill maintenant, quand je le vois, je suis content de le voir. Et en fait, tu vois, dans les catcheurs japonais, c'est compliqué. Dans les catcheurs détestés, c'est compliqué. Puis je voulais pas mettre que des catcheuses parce que il y avait une catcheuse aussi qui me sortait par les yeux. Je sais pas si t'as mis son mec dans ton top 5, c'est Corey Graves. Ah, je l'ai pas mis, j'aurais voulu le mettre. Mais alors, sa compagne, moi j'ai toujours eu du mal. Carmella. Ah, Carmella, je pouvais pas. Allez. Mais pour revenir sur Corey Graves, il aurait pu être dans mon top. Oui, mais t'as voulu. Mais en fait, j'avais pas voulu mettre un commentateur et j'ai mis vous verrez, dans une autre personnalité, pas forcément catcheur. Ensuite, numéro 4. 4e, je mets Brodus Clay et son nom actuel c'est Tyrus. Donc, au niveau de Brodus Clay, c'était d'abord un mec d'NXT qu'on s'en foutait. Il a été le bras droit de Del Rio pendant un moment où il servait à rien.
Le gars, pour moi, c'est juste un gros bonhomme qui a pas plus de sa charisme. Funkasaurus, ils ont voulu faire une gimmick troll avec, j'ai détesté. Avec Naomi qui danse. Avec Naomi, donc des fois les gimmicks comiques me font rire, mais celle-là, je trouvais qu'elle avait aucun sens. J'y arrivais pas. Surtout qu'à la fin, ils ont foutu un mec que j'aime bien dedans, Tensai, Matt Bloom dedans, où c'était catastrophique. Et en fait, ce qui fait que je l'ai mis dans mon top, c'est que après la WWE, ce mec-là, pareil, se voyait plus grand qu'il ne l'était, alors que le mec a eu une gimmick quand même de merde, et qu'en fait, il a coulé une petite fédération où les gens s'y sont désintéressés alors que c'était vraiment un produit vraiment sympa pour les mecs qui aimaient bien le old school, qui était NWA Power. Donc on va dire le rip-off de la NWA qui avait été refait dans les années récentes, où l'un des plus grands champions, ça a été Nick Aldis. D'accord, ok, voilà. Et ce mec-là, par rapport à... En plus, le personnage dans la vraie vie aide pas. On va dire, il a eu des sorties médiatiques. Je peux pas me le voir. Voilà, où il a vraiment, où c'est désolé, une merde humaine. Et qu'en plus, dans le ring, nul à chier. Et que le mec là, on l'a mis champion. Et que du coup, ça, je pense, ça a été l'un des pires runs de champion, toutes fédérations confondues. Donc pour moi, il méritait d'être dans mon top. Allez hop, tu l'as rhabillé pour l'hiver. Ouais, j'ai rhabillé pour l'hiver. Numéro 3. Troisième, je vais me faire insulter parce que les gens l'aiment bien. Je comprends pas. C'est Natalia. Ah, alors, je vais faire un big up au meilleur ami de Christophe Ajus qui est sur sa chaîne Ishtu. Lui, c'est son père qui l'aime pas. Ouais, l'enclume. Voilà, ben moi, c'est l'enclumette que j'aime. Ouais. Ou, pour moi, elle a toujours été surcotée. Elle était bien quand elle était la valet de Hard Dynasty, c'était voilà, par rapport à la Legacy, tout, c'était cool. Mais dès qu'elle était solo, déjà, je pense que c'est une des meufs les moins bien utilisées de tous les temps. Elle a la Big Show Hit. Ça veut dire qu'elle a tourné 25 000 fois. 25 000 fois. La pauvre, là c'est pas de sa faute, on l'a mis dans des débuts de storyline qui n'ont pas terminé, où c'était ridicule. Tu te souviens quand elle lâchait des caisses? Oh putain. Et après elle fait c'est pareil, ce qu'elle dégage me dégoûte. Je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça va pas. Quand je la vois, j'ai envie de changer. Et quand j'entends dire la boat là, au lieu de la goat, c'est la boat. La maman de toutes les stars, la Tatinati, rien que déjà Tatinati. Voilà, Tatinati, c'est alors que c'est sorti in-ring, elle a jamais été au niveau. Donc, quand elle était encore un peu à l'époque des divas, elle était un petit peu au-dessus, mais par rapport à toutes les vraies catcheuses qui sont arrivées derrière, elle a jamais été au niveau, et on disait qu'elle était au niveau, alors que, voyez ses matchs, rien d'exceptionnel. D'ailleurs, elle a tellement été au niveau qu'elle a jamais été championne du monde. Par contre, ce qui est ouf, du coup, je vais quand même donner un petit point positif. J'ai vu les images de Triple Mania, où elle est au Mexique avec totalement une autre gimmick qui a l'air de beaucoup mieux marcher. Ah bah il était temps. Voilà, mais qu'ils ne le mettent pas à la télé. Bah oui. Ils ne le mettent pas à la WWE, alors qu'à Triple Mania, il allait être créatif, où on dirait un peu une Ronda Rousey, donc ça veut dire une combattante. Faudrait que j'en vois peut-être plus pour enlever un peu mon jugement, mais si je te dis là maintenant, Natalia, je la déteste. Ok, passe au niveau suivant. Le numéro 2, on va reparler de la New Japan. Alors, ça marche pour le public japonais, mais moi j'en peux plus. Alors c'était un catcheur que j'adorais, mais c'est Evil, Ebilu. Donc c'est le leader de House of Torture, donc le clan qui porte très bien son nom. Donc au début il a fait partie, c'était un des Los Ingobernables del Japon. Il a trahi son mentor pour rejoindre le Bullet Club. Derrière il a créé sa faction justement du Bullet Club. Maintenant ils sont totalement séparés du Bullet Club. Et si vous en avez marre de l'overbooking dans les main events WWE, si vous en avez eu marre des overbooking face à Roman Reigns, tous ces mecs là, c'est du pipi de chat et des petites filles face à Evil. Ça veut dire la cloche sonne, au bout de 3 minutes, il y a déjà une intervention, il y a déjà un rêve. Faudrait que tu mettes une fois un petit match de ça. De Evil au pire, ouais. Comme ça pour voir un peu que les gens voient. C'est que ça. Ces matchs, ce n'est que des interventions des l'overbooking. Ok. C'est insupportable. Et c'est ce qui te fait. Ça marche dans le public japonais, donc on peut dire dans le public, on entend un peu des trucs, donc on peut essayer de rentrer dedans. Maintenant, ça devient un peu une blague, mais moi j'en peux plus parce que du coup on le push. Il a été champion. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une période où il était en mid-card, donc ça me gênait pas, parce que je pouvais zapper le match. Et maintenant, là, on va parler d'actualité, ils l'ont mis en finale du G1 Climax de cette année. Ça veut dire que le G1 Climax, je regarde ce show de catch pour voir du work rate, pour voir du in-ring parfait, et avoir une finale épique avec du catch de fou. Là, ils vous ont un peu troll, là. Et là, ils nous ont troll en mettant un mec qui ne catch pas. Ah, ça, c'est chiant. En fait, il sait catcher, mais en fait, dans son booking. Dans son personnage, il doit pas catcher. Il doit pas catcher. Et donc, du coup, ça, j'en peux plus en fait. C'est juste que je suis fatigué, ça veut dire que dès que je vois un match des villes, je n'arrive pas à le regarder en entier. Je le zappe. Ok, et ton premier alors? Et mon premier, du coup, c'est le petit twist de la vidéo, parce qu'il aime bien les twists, monsieur. Hein. Voilà, il aime bien les swerves. Tu ne fais pas une grosse émission, hein? Non, mais bon, on fera une émission. On nous l'a demandé, hein. On nous l'a demandé. On nous a dit, un jour ou l'autre, faut faire. Donc, ce n'est pas un catcheur, même s'il a catché, c'est abruti. C'est Vince Russo. c'est ton truc préféré. Je pense à toutes les vidéos. Oui. C'est ton Goldberg. Ah ouais, c'est ton Goldberg, mais à chaque fois. Dans la merde. Ce mec-là,
Il a fait des storylines immondes qui fait que on se souvient des Ratitudes en positif grâce à Steve Austin, grâce à tout ça. Mais la mid-card de la Ratitude, quand il était là, c'est regardable. Ah, mais directement, on se souvient de ses conneries. Mais on se souvient de ses conneries parce que c'est tellement over the top, c'est tellement loin que c'est le plus gros nanar du catch, quoi. C'est le plus gros escroc du Je pense que la Man Meyang, ça reste un moment préféré. Surtout qu'ils l'ont remis dans le 20 ans. Voilà. Et encore, il faudrait vérifier si c'est vraiment lui, parce que c'est peut-être arrivé un peu après. Ouais, c'est vrai, faudrait regarder. Mais ce qu'il a fait à la WCW, c'est pas possible, en fait. Et c'est surtout que derrière, on l'a rappelé pour la TNA, ce qui est fait, c'était pas possible non plus. Et qu'en fait, ce mec-là, il est beaucoup trop vocal, il ouvre beaucoup trop sa gueule pour dire de la merde. Surtout, il a eu des sorties dégueulasses. Limite, hein, à dire que les gens qui aiment bien le physique de Finn Balor, c'est parce qu'ils sont homosexuels. Ouais, c'était limite. Eh ben, je t'emmerde, hein, bien comme il faut. Et pour moi, c'est le plus gros escroc de l'histoire du catch. Bon, je te propose qu'on passe à la question suivante. Tout est dit. Tout est dit. Et pas le prénom. Ouais. Oh, Le 4. Le 4, tu fais chier, faut que je retourne jusqu'au début. En tout cas, Kiltalis, tu nous as bien trollé. Hein. Ouais. Alors, petite question de Ella Kedi Ye. Je trouve que depuis sa défaite face à Cody à WrestleMania 40, qui a été rendue mémorable grâce à l'implication de The Rock, je pense qu'il parle de Roman Reigns parce qu'il oublie de me mettre le prénom, mais je pense que c'est là. Son booking est pas ouf. Pensez-vous que HHH ne sait pas comment booker la plus grande star de la compagnie? Moi, je vais te rajouter une question. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est toujours la plus grosse star de la compagnie? Alors, je vais déjà répondre à tes questions. Oui. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, par rapport comment ils mettent en avant ce mec-là, il est toujours la plus grande star. Ok. Et par rapport à les derniers 3 ans, je suis assez d'accord avec toi. Donc, je pense qu'ils ne savent pas l'utiliser. Et aussi, je pense que lui ne veut plus être utilisé. Plus comme avant. Plus comme avant. Donc, du coup, en fait, c'est compliqué de faire une storyline à long terme avec lui. Ouais, il a plus envie. Parce qu'à chaque fois, il se casse. Tu vois, là, ça va arriver, hein. Vous l'aurez déjà vu, hein. Moi, je vous dis qu'avec la Chine Paris, il va gagner son match, il va se faire taper sur la gueule, et on le verra pas pendant 3 mois. Moi, je me demande quand même s'il va pas tourner quand même, s'il va pas faire un match de plus. Il va gagner face à Bronson Reed, et je le vois perdre face à, comment il s'appelle? Braun Breaker? Ouais. J'aimerais que t'aies raison. Mais regardez, depuis qu'il a perdu son titre, non, je suis d'accord. Moi, ça me gêne, j'en ai déjà parlé, donc je vais le redire. Totalement d'accord avec toi. Je déteste, déjà, la dernière année de la Bloodline, j'en avais marre. Ce que ça a amené la Bloodline, quand on voit maintenant, j'en ai marre. Les pauvres mecs qu'on sait pas quoi en foutre et qu'on les met en clan et qu'en fait c'est trop chiant, ça dure trop longtemps. Et ce mec-là, en fait, ce qui me gêne, c'est qu'il va faire, c'est pas forcément que lui, hein, je le dis, hein. Il met qui en avant? Personne. En fait, c'est quand il revient faire un match une fois de temps en temps, c'est pour gagner. Donc affronter Roman Reigns, ça te met en avant d'une certaine manière. Mais si tu te destines à ne plus être là et plus être le visage de la compagnie, là, ce serait bien que tu fasses gagner les mecs. C'est ce que Cena avait fait avec Solo Sikoa. Voilà. Même si après Solo Sikoa a perdu 75 mois derrière. Voilà. Mais c'est essaye de préparer des passages de flambeau. Ouais. Ce qui est pas le cas, il n'y a pas que lui, donc je pense que le booking est pas. Mais moi, son booking aussi me saoule, j'en peux plus. Je n'en peux plus, en fait, il est devenu le part-timer qu'on critiquait de l'époque. Ouais, c'est vrai. Qui critiquait aussi. Voilà. Le seul truc que comparé à d'autres part-timers, c'est qu'au moins là, il est pas autour du titre mondial. Ouais. C'est déjà ça. Mais je pensais qu'à un moment même, on n'allait plus le voir du tout parce qu'il voulait aller faire du cinéma. C'est ce qui était prévu pour lui. Finalement, le cinéma, ça a pas l'air de décoller aussi vite que ça. Le cinéma, ça décolle pas du jour au lendemain. Faut du temps, ouais. Faut du temps. Sauf qu'en ce moment, la période du cinéma, elle est un peu spéciale. Comme elle est un peu compliquée. C'est un peu compliqué. Voilà. Question suivante. Le 5. Le 5. Ah bah ça c'est bien. Alors, c'est 77 Alvin Singer. Désolé les gars si je vous prononce mal. C'est super ce que vous faites. Merci. C'est gentil. J'ai une question, bah c'est pour ça que t'es là. Très bonne question, hein, j'aime beaucoup. Vu la qualité actuelle du roster féminin et le manque de temps d'antenne accordé aux storylines, c'est pas toujours vrai, ne serait-ce pas temps de créer une branche 100% féminine au même titre que Raw, SmackDown et NXT, 1h par semaine ou 1h30 par semaine par exemple? Je crois qu'on avait un peu soulevé le truc par rapport à Evolution. Donc là, carrément une brand. J'aime bien sa question, elle est intéressante. C'est peut-être controversé ce que je vais dire, mais pour moi, il faudrait pas. Il faudrait limite leur donner plus de temps d'antenne dans les shows classiques. Parce qu'en fait, faire une brand spécialement féminin, malheureusement, je mettrais ma main à couper. Ben, ça ferait pas de chiffres. Parce qu'en fait, tu penses, je me permets, tu dis les gens ont pris l'habitude maintenant de regarder du catch féminin parce que c'est au milieu du programme de catch. Donc quand tu veux voir, tu regardes tes catcheurs puis tu tombes sur des très bons matchs féminins, tu restes. Mais mettre ta chaîne de télé uniquement pour du catch féminin, est-ce que tu penses que les gens auraient plus de mal? Pour moi, les gens regarderaient pas. Pas complètement, ouais. Ça ferait pas de chiffres. Ça ferait pas assez de chiffres. Le public totalement occidental, on est habitué justement à ce que quand il y a du catch féminin, ce soit mélangé dans la carte de base.
C'est pas comme au Japon où il y a des fédérations purement féminines, où là ça fonctionne. On peut pas comparer le public. Et ça fait pas si longtemps que maintenant le catch féminin c'est bien mis en avant. Beaucoup d'anciens, ils ont le souvenir de l'époque Diva, de l'époque Hératitude, où la femme était très mal utilisée. Heureusement que Stephanie McMahon est arrivée pour sauver les femmes, ouais. C'est pas de moi, c'est un mec dans le Discord, il m'a tué. Bien joué. Et du coup, je pense que ça fonctionnerait pas. Et de deux, moi, je surinterprète. Je me mets à la place d'une catcheuse. J'aimerais être la star de la compagnie et être en main event au milieu des hommes et pas parce que je suis dans un show à part qui fait que j'ai plus de temps. Je préfère tenter d'être un gros poisson dans une grosse mare que d'être un petit poisson dans une grosse mare. Non, d'être un gros poisson dans une grosse mare, ça veut dire d'être la grande star, excuse-moi. Que d'être dans une branche où on est que entre femmes et que je suis juste la star des femmes et pas la star tout court. Et mais regarde, quand ils avaient mis, c'est super quand ils les avaient mis en main event de WrestleMania. Seulement, c'était après le show. Le problème, c'est que le choix dure trop longtemps. En fait, voilà, c'est un problème logistique. Le problème, il est là. À ce moment-là, je pense que personne ne pourra me contredire. Becky Lynch était la plus grande star de la WWE. Oui. Pas de la division féminine. Non. De la WWE. Et là, ce qui me gêne actuellement, par exemple, le booking de Rhea Ripley me gêne parce que elle a le potentiel de devenir la plus grande star WWE. Et encore une fois, pas de leur division féminine. Et je pense qu'il faut aller sur ce chemin-là. Les filles actuellement, que ce soit AEW, parce que que s'appelle la division féminine d'AEW en ce moment, elle rocks bien du poney. Tu m'as dit. Voilà. Elle quoi? Elle rocks du poney. T'as jamais entendu cette expression? Voilà. C'est le clavier qui colle. C'est une expression connue. Et ça veut dire? Ça pète. D'accord, ok. Elle rocks du poney. Ça rocks du poney. Je suis vieux, putain, je suis vraiment ça tabasse. Ouais, ça déchire la race de sa pute la grand-mère. Exactement. Comme dirait Caradoc. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, il faudrait pousser dans ce sens-là, leur donner un peu plus de temps d'antenne, plus de main event, et leur donner plus de storyline. En fait, le problème, c'est comme il le dit très bien dans son commentaire, c'est qu'il manque du temps d'antenne et des storylines suivies et à durer. Ce qu'ils arrivent plus à faire à la EW, même s'ils n'ont pas donné main event. La storyline Tony Storm Mariamé qu'il y a eu là durant l'année dernière et cette année, c'est la meilleure storyline toute fédération confondue aux États-Unis. Il pourrait peut-être se dire que, excuse-moi, ça c'est vrai que j'ai entendu des échos, c'était une folie. Ouais. Et après il pourrait peut-être se dire dans les officiels de Raw, sans parler de créer une brand, se dire voilà, maintenant sur Raw ça dure 3 heures. Il y a 1 heure qui est consacrée au catch féminin. Moi, sans le dire. Ouais, sans le dire, c'est ça. Sans le dire. Et bien fait. Voilà. Et se dire que dans tes 3 heures de Raw, tu auras 1 heure de catch féminin. Encore une fois, on revient sur une émission où j'avais beaucoup développé. Le plus important, c'est la qualité. C'est pas spécialement le nombre de gens que tu vas mettre, le nombre de temps d'antenne que tu vas mettre. C'est que si tu fais des storylines de qualité et que tu mets bien en avant les gens et que tu les pushes comme il faut, je vois pas pourquoi ça deviendrait pas les plus grandes stars. Et puis en ce moment, pareil, on parlait du cinéma où c'est très compliqué. Je me dis, avec des sponsors, dire voilà, on va vous faire uniquement une fédération avec que des catcheuses. Est-ce que tu vas trouver aussi tous les sponsors? Je pense que non. Je pense que non. Les sponsors, tu vas les trouver. Mais si tu attends, je dis une connerie, $1 million pour qu'ils soient sur ton ring, on va peut-être te donner que 100 000. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va falloir, mais par contre, le catch féminin est sur la bonne voie. Et sur la bonne voie, ça prend du temps. De toute façon, dans le catch, tout prend du temps, on l'avait déjà dit. Mais, pour moi, il faudrait pas leur faire une branche à part parce que ça ferait comme quand il y avait 205 live, tu te souviens? Voilà, le 205 live, on mettait les cruiserweights dans un show à part. Et ça marchait pas. Mais par contre, je suis pressé qu'on fasse notre émission à propos du sexisme, ça va être intéressant. Oui, bien sûr. Et l'émission sur le traitement des Afro-Américains, elle est toujours disponible. C'est une émission que j'ai adoré faire. Alors, je compte sur vous pour continuer à lui donner de la force, même si elle est maintenant passée depuis 1 semaine ou 15 jours ou 3 semaines selon l'heure de diffusion. Continuez à donner de la force aux anciennes vidéos, les amis, on a besoin de ça. Oui. Le 11. Alors, hop, attends, question 11. Alors, c'est toujours Kiltalis. Ça va être une réponse très facile à lui donner. Dans votre dernière émission sur Steiner, vous avez parlé des territoires des Van Eric, par exemple. Franchement, j'espère que vous allez continuer à parler de tout ça. Oui, on va continuer. Même si c'est des émissions difficiles à faire. L'émission sur les territoires, tu sais que tu n'y couperas pas. On n'y coupera pas, on le dit à chaque fois, on vous cite dessus. Ça va prendre du temps, parce que c'est une émission où je dois prendre beaucoup de temps pour pouvoir vraiment tout retracer et qu'on arrive à trouver le fil conducteur. Donc du coup, j'en profite, je fais un appel, vu qu'on est dans les FAQ, donc c'est votre émission. Est-ce que vous voulez une émission sur les territoires où on parle de chaque fédération et de dire ce que les fédérations donnent,
ou est-ce qu'on essaie de faire une rétrospective un peu plus globale par année qui vous permet d'avoir un peu un contexte? Moi, sans vous faites que vous voulez. Par contre, quoi qu'il arrive, quoi que la réponse, on fera quand même un gros point sur la World Class Championship Wrestling. Ça, on l'a dit, on fera une émission complète, je pense, parce qu'on veut parler des Von Erich. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, dites-nous ce qui est le plus simple. Parce que par contre, il y a du taf, hein. Parce que je me dis, moi, quand j'ai fait l'émission avec sur le racisme, j'ai galéré pour retrouver des trucs quand j'ai fait le montage, j'en ai chié ma race. Excusez-moi. Mais je pense que sur l'émission sur le territoire, si tu te lances dans le montage, ça va être difficile pour toi. Ouais, mais le boulot qu'on doit, non, mais avant les recherches qu'on va devoir faire. Pour être pertinent, on oubliera forcément des choses. Voilà. C'est pour ça que je vous donne 2 axes. Ou le 3e axe, est-ce que ça peut vous intéresser que l'émission sur les territoires, on va faire les années des territoires et on les sort en épisode un peu plus spécial. Ah oui, genre, par exemple sur 2 années. Voilà, selon sur 1 ou 2 années. Ça peut être bien ça aussi. Et du coup qu'on fasse en fait une série dans la série. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça peut être aussi une idée. Donc j'attends vos retours. Est-ce que vous préférez une émission, une série sur plusieurs épisodes sur les années des territoires? Donc en fait c'est jusqu'à la Oganira, on s'arrêtera plus ou moins jusqu'à la Oganira, on parlera un peu de ce qui se passe après. NWA. Voilà. Après la Oganira, on parlera de ce que la WA devient jusqu'à entre guillemets sa mort, mais le plus important ça va être on va dire des années des territoires, on va pas en détail, je pense qu'on va retracer tous les années 80. Parce que ça commence en 48. Hein. Oui, mais on va faire un truc global de contexte, mais je pense qu'on fera si vous voulez une émission par année, ça veut dire qu'on va retracer toutes les années 80. Ouais, ça c'est bien. Voilà. On ferait une grosse émission avant années 80. Voilà. Et après on. Voilà. Ou si vous voulez qu'on parle des fédérations de tous les territoires, et ça en émission genre globale où on prend la AWA, on raconte ce qu'est la AWA en manière globale. On prend la World Class, on prend les... moi je serais plus chaud pour les années, comme tu disais. Les années, je pense que ça serait bien chaud, ouais. Parce que ça permettrait de parler beaucoup plus de catch. Et de tout, mais ce sera en plusieurs épisodes. Ouais, c'est sûr. De toute façon, on n'a pas le choix, comme Hogan. Ah mais Hogan, j'ai pas envie d'en parler plus. Le 1. Alors Thomas, est-ce que tu penses que le FSRMS c'est un jour champion de France? Alors question suivante, c'est pas vrai. Alors le 1, c'est une question d'un abonné avec qui j'ai pu discuter aussi un petit peu. C'est Ligue Turque Actu. Il s'appelle comme ça. Le gars il parle de football dans la Ligue turque. Okay. Si vous avez bien le foot, allez voir, c'est assez sympa ce qu'il fait. C'est très cool. Sa question est pas facile à lire, donc je vais essayer de te la faire comprendre le mieux possible. Pensez-vous que le public français veut maintenant se comporter comme un personnage principal? Parce que tu vois ce que... Je vois totalement ce qu'il veut dire, ouais. Lorsque la WWE vient faire ses shows, je m'explique sur Twitter, les forums, on voit toujours 2 camps. Le premier camp, ceux qui se plaignent, laisser les catcheurs faire leur taf, Kevin Owens par exemple, tu vois. Et le deuxième, ceux qui ont envie de faire le plus de bruit possible et de tout exploser. Alors, c'est grâce à ces chants, c'est quand même... Alors, il reconnaît quand même que c'est grâce à ces chants du camp numéro 2 que la WWE continue ses PLE en France. Tu vois ce que je veux dire, hein? Les catcheurs endorés. J'aimerais savoir quel est votre avis sur la question. Est-ce que vraiment le public français maintenant se considère comme un personnage presque à part? Parce qu'attention, là j'ai entendu sur les Discord et les forums, ils sont déjà en train de préparer des chants, des trucs de fou. Hein. Ah oui, ils veulent pulvériser, ce qui s'est passé. Ça se fait en communauté. Alors, je suis partagé. Je vais donner mon avis. Elle est intéressante sa question. Elle est ultra intéressante. Les amis, allez voir sa chaîne. Il fait du très bon travail si vous aimez bien le foot turc. Elle est hyper intéressante sa question, mais elle est compliquée à répondre parce que là je vais donner mon avis propre. Vas-y. Donc je vais peut-être me faire taper dessus. Moi, l'abus me saoule. Je vais le dire clairement, moi, ça me saoule qu'en fait les gens, ils vont dans un show pour faire leur propre show. Dans l'idée, ça m'énerve. Mais, je vais nuancer. Profitez de ce que l'argent que vous payez dans votre divertissement. Faites-en ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Je suis qui pour juger ça? Moi, personnellement, si je vais voir un show de catch, c'est pour voir un show de catch. Donc je vais crier, je vais machin, mais par rapport au show. Les gens, là, ils veulent faire un show dans un show, en fait. Donc moi, je ne le ferai pas, mais s'ils veulent le faire, tout bien leur face. Et nos influenceurs à nous ont poussé à ce genre de truc. Ah, c'est vrai. Si ça marche bien, et comme on a dit, c'est positif parce que ça permet à la WWE de revenir tellement ils ont adoré le public de Lyon. Ah bah de toute façon, John Cena a reconnu, alors je sais ils l'ont tous dit. Il y a une part de... Mais quand même, John Cena a dit que Lyon était le meilleur public qu'ils ont eu de l'histoire de la WWE. Pratiquement tout le monde le dit. Donc du coup, ce que vous avez fait les gars, ça a marché pour vous. De toute façon, il y a un truc qu'il faut se dire aujourd'hui parce que des fois, excuse-moi, hein, je me permets, Vas-y. T'as beaucoup de gens qui disent oui, on était les meilleurs à Lyon, on était... Voilà. Je sais pas. Si Lyon, si Londres, si Dublin était le meilleur, je sais pas. La seule truc par contre qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, si les gens chantent le thème des catcheurs,
c'est grâce à Lyon. Oui, c'est vrai. Ça, quoi Parce que même à la UW, les gens chantaient le thème d'Adam Copeland. Là, c'est les gens de Lyon qui ont fait en sorte que maintenant le thème de Horton et tout est chanté. Et ça, les gars, c'est une victoire et un truc de dingue. Et rien que pour ça. C'est pour ça que je parle que de mon point de vue, où moi, c'est pas ce que je ferais. Mais par contre, je respecte ce qui a été fait et que ça donne, en fait, ça a eu de l'impact. Vraiment, ça a eu de l'impact. Voilà. Moi, je trouve ça génial. D'accord avec toi. Je trouve ça génial dans l'idée, mais encore une fois, après, on va tomber sur l'autre partie de la question. Aller trop loin. C'est sur les réseaux sociaux, ça va trop loin. Parce que ça pousse au tribalisme. Voilà, ça pousse aux guerres de gens, que les gens donnent leur avis, mais sauf qu'en fait, l'autre camp va venir les insulter. Oh, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai juste Tant que ça fait pas de mal à personne, et que, on va dire, ça amène pas des émeutes, ça amène pas des problèmes, si ça donne un show de catch particulier, où le public est particulier parce qu'il fait son show, et ben, tout bien leur face. Bah, tu vois, par contre, moi, je serais, si je peux donner mon avis, si j'ai le droit, moi, je serais un tout petit poil nuancé. Je pense que quand c'est pour faire des choses qui sont incroyables, des chants qui sont incroyables, comme l'histoire, comme par exemple la présentation du match avec AJ Styles. AJ Styles, allez-y. Franchement, les gars, là, vous êtes dans ce qu'il faut. Allez-y. Parfait. Lâchez-vous, c'est exceptionnel. Ça, j'ai adoré. C'est exceptionnel. Quand vous avez fait dresser les poils à Polyman. Ouais. Vous avez, je le redis quand même, vous avez fait dresser les poils au mec qui avait la foule du bingo hall de la SCW. Ouais, c'est ça. Il l'a reconnu. Il l'a dit. Les gars, vous êtes des monstres. Horton a dit, je n'ai jamais vu une foule comme ça. Horton ne parlait jamais de la foule. Jamais. Avant, là, il s'en fout de base. Après, il y a certains points comme les simplement 2. Bon, c'était peut-être un peu too much sur la fin. 4 heures avec simplement 2. Je trouvais que c'est peut-être pas la meilleure idée de chant. J'espère qu'ils vont pas le refaire ou qu'ils l'ont pas refait. Parce moi, que, je dis pas aux gens les chants qu'ils veulent faire. Mais par contre, qu'est-ce que vous avez, le show était exceptionnel. Et aujourd'hui, maintenant, les Français se disent, on a été précurseurs à Lyon avec Backlash. Il faut qu'on soit encore meilleur à Paris. Et j'espère que vous y arriverez parce que ça voudrait dire qu'on aura peut-être vu en termes de tension, de folie, on aura vu le plus grand show d'histoire du catch. Si vous pouvez nous donner 2h30 de chant et d'ambiance de l'arrivée de Steve Austin avec Mankind et The Rock, c'est que vous avez fait le plus gros show de l'histoire. Non, c'est pour ça que je nuance mon propos, c'est que dans le sens que moi, si je vais voir un truc de divertissement, c'est pour voir le divertissement dit. J'y vais pas pour faire moi être la star, entre guillemets. Ça m'importe peu. Mais par contre, ce que ça a donné, je trouve ça génial. Et encore une fois, c'est dans tout. Le public n'est pas contrôlable. C'est pas nous qui contrôlons. Non, tu peux rien faire. Et donc, du coup, si une foule, des fois, est endormie, ça te casse les couilles. On peut pas les juger. On peut pas dire... C'est que le produit était pas... Voilà, c'est que le produit les intéressait pas, les machins comme ça, c'est toute une question de contexte. Puis après, il y a aussi l'âge, un peu, entre guillemets, des gens qui sont dans le show. Nous, aujourd'hui, on a un certain âge. Moi, par exemple, maintenant, quand je vais voir un match de foot, j'ai plus envie d'être dans les copes. Oui. Avec tout le respect que j'ai pour les gens des copes, hein. Mais, j'ai été voir Metz Strasbourg. Il y avait le COP strasbourgeois, les mecs ont chanté pendant 90 minutes, c'était exceptionnel ce qu'ils ont fait les Strasbourgeois. Oui. Mais moi aujourd'hui, j'ai un certain âge où j'ai envie de me dire, je me pose assis, je regarde le match tranquille, j'ai plus cette envie de hurler là-bas. Je suis pareil. Alors peut-être que si on avait 15 ans de moins, tu vois ce que je veux dire? On serait, mais alors voilà, il y a aussi le fait qu'on a un certain âge aujourd'hui et qu'on a plus envie maintenant de regarder le spectacle que de faire vivre le spectacle. Et encore une fois, je me répète pour bien que vous compreniez que je suis pas contre ce qui se passe et ce qui va se passer. Je suis totalement... Faites ce que vous voulez et ça nous fait kiffer parce que ça nous donne un show. Faites tout péter. Vraiment, faites-le. C'est juste que... C'est pour ça que je dis que vous comprenez bien. C'est que moi, ce qui va me gêner, c'est qu'après les dérives de la communication sur les réseaux sociaux. Mais ça, vous n'êtes pas responsable. On peut rien y faire. Voilà, vous n'êtes pas responsable. On va dire c'est que, encore une fois, comme dans le monde du catch, en fait, il y a des gens qui sont vocales et qui vont donner... qu'en fait, ils devraient se taire. Ouais. Mais sauf que on peut pas empêcher les gens de se taire. Donc, du coup, faites ce que vous voulez. Moi, je regarderai le show. Ah oui. Je regarderai le show. Pas en live, je pense, mais je le rattraperai. Vous l'avez déjà eu, hein, depuis. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah ouais, je suis pressé. Voilà, en fait, c'est ça. Je vais le regarder avec énormément de curiosité, de voir est-ce que le public français est toujours aussi ouf. Mais, moi, j'aurais été avec vous dans le public, j'aurais été le mec assis. Ouais. Voilà. Un peu plus tranquille. Et de toute façon, moi, j'aurais pas pu me mettre debout, hein, je trouve. Allez, question suivante, et j'espère que... Question suivante, après on fera une petite pause. Ouais, j'espère qu'on a avec ces personnes. Vas-y. Le 21. Alors, sauf si c'est une question un peu tranquillou. C'est vraiment une question troll que ça te prend quelques minutes. Ok, vas-y. Ah bah non, on fera la pause après celle-là. Alors là, c'est Derco 2034. Vous ne trouvez pas que les musiques actuelles à la WWE sont très génériques et se ressemblent tous?
Je trouve que les musiques d'entrée n'apportent plus rien en valeur pour chaque superstar. On sait à peu près ou pas qui vient avec cette musique et c'est ennuyant. Il n'y a plus d'émotion, pas de sensation ni d'impact à ajouter. À l'époque, sous Jim Johnston, les musiques d'entrée avaient plus de prestige, d'importance et permettaient de faire naître une nouvelle star à la WWE. C'est un élément même qui pouvait compenser le manque de charisme ou le talent d'expérience in-ring. Ça va aller vite. Oui, et encore oui, et je peux pas développer plus que ce que tu viens de faire. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Actuellement, Def Rebel, avant CFOS, si on parle que de WWE, c'est catastrophique. Il y a des thèmes des fois qu'on aime bien quand même, mais il y a rien de plus générique. Toutes les musiques sont interchangeables. Bah, tu te rappelles? Il n'y a pas d'âme, et comme il dit, pas d'âme, pas de personnalité dans les musiques actuelles. Mais ça, c'est pas nouveau, hein. Parce que par exemple, je me rappelle d'un Chris Jericho qui avait dit qu'il avait trouvé son thème à la WCW dans les ordinateurs de Ted Turner. Ah, la WCW, c'était totalement exactement ça. Mais par contre, je reviens sur ce que tu disais, sur ce qu'il disait lui, tout à fait d'accord. Il y a des thèmes qui ont fait des catcheurs plus que d'autres. Bien sûr. Et même, je sais pas si c'était encore Jim Johnston, mais tu prends le Fandango, son thème, il était plus fort que le catcheur. Ouais, je crois pas que c'était Johnson. Je sais pas, il faudrait vérifier. Mais si tu prends les thèmes avant, même dans les années, nous, quand on s'est intéressé au catch, Rob Van Damme, Booker T, Brock Lesnar, l'Undertaker, tous les thèmes l'Undertaker, tous. Triple H, My Time que tu préfères. My Time, la DX, tous ces thèmes, les thèmes avant avaient une vraie personnalité, même des trucs qu'on dit. Par exemple, un client qui était à chier, The Brood, c'est pas bien. Le thème de The Brood. Est-ce que la plus grande star de l'histoire du catch, excuse-moi, c'est un troll que je vais te poser la question, c'est le mec qui a pensé à mettre un bris de glace à l'entrée de Steve Austin. Ah bah franchement, lui il est fort. Hein. Voilà. Ouais, parce que le thème de Steve Austin, entre guillemets, il n'y a rien de plus générique, mais entre le bris de glace et son entrée, sa manière de faire son entrée par rapport à son thème song, fait que c'est l'une des meilleures entrées de tous les temps, alors que le mec rentre juste dans le ring. Après, je pense qu'aussi, ce qu'il dit aussi, c'est que les thèmes sont un peu plus génériques, mais moi j'ai malheureusement envie de dire que par moments, certains catcheurs aussi. Je suis un peu plus d'accord, il y a beaucoup de catcheurs où c'est très souvent en plus des gens qui viennent de l'indépendant, où en fait ils manquent de personnalité. Ok, c'est des bêtes in-ring, mais qu'en fait les mecs ont rien de plus que d'autres. Et alors c'est des monstres, mais malheureusement, est-ce que par exemple, je vais dire un truc tout con, mais est-ce que ces mecs-là sont plus impressionnants à voir catcher que le Great Khali? Oui, mais par contre quand tu vois le Great Khali, tu te dis ouais, avoir tu vois ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord. Un truc de fou. Wow, c'est quoi ce machin? Mais tu sais, alors qu'un mec qui on dit beaucoup de positifs sur lui depuis quelques années, mais moi je vais vous le dire le pire comme ça, je sais bien parce que je prends quelqu'un qui est une vraie star aujourd'hui, qui a vraiment un truc. Le run face de Seth Rollins en 2017-2018. Thème ultra générique, costume ultra générique, excellent catcheur et pas de personnalité, blend as fuck parce que son thème il était blend, hein, je sais même pas. Ouais, il y avait rien. J'avais l'impression que c'était le même thème d'un autre, en fait, tu vois. C'est ça. Il y en a, c'est plus qui ont dépassé leur thème. Heureusement, c'est un thème que j'aime bien parce que j'aime bien le catcheur. Kevin Owens, son thème il est générique. Oui. Ouais, mais après, tu vois, t'as aussi les comme thèmes. Le mec dépasse. Il y a un autre gars, vu dans son utilisation, c'était catastrophique. Et maintenant, il a même plus le thème et vu son utilisation, c'est encore pire qu'avant. Mais Finn Balor, c'est son thème. Ah oui. Tout. C'est un des seuls thèmes vraiment réussis de CFOS. C'est ça, hein. Non, c'est l'autre, oui, ça c'est c'est le truc ah oui, les bras, machin. Oui. Le plus grand thème de l'histoire du catch pour toi? Bah, My Time. My Time, c'est ton thème préféré? Ah oui, moi c'est mon thème préféré, My Time. Ouais, allez, moi si je devais répondre, je pense que je mettrais pour moi c'est le Nexus. Ah, bizarre. Hein. C'est le thème que je peux encore écouter aujourd'hui. Ouais, que t'aimes beaucoup, ouais. Ah, c'est bizarre, c'est pas un thème gigantesque. Ouais, mais le thème du Nexus, il est... Ah, après, comme je suis fan de foot, nous sommes un, tu vois. Ouais. C'est quand même assez truc, et, grosse mention honorable, allez écouter le thème de Minister of Darkness, Taker. Le Taker Satan. Du coup, c'est Jim Johnston qui a fait évoluer le thème de l'Undertaker qu'on connaît tous. Mais justement, de le rendre plus diabolique, plus terrifiant. Il a réussi son truc, c'est génialissime, quoi. Il y a King of King. Ouais, que j'aime beaucoup aussi. Que j'aime beaucoup, et je pense. Après, ça reste des vrais chanteurs. Ouais, et je pense que tu vois, en vrai chanteur, c'est CM Punk. Living Color. Ouais, Living Color. Personality, par contre, là, pour moi, je l'ai pas mis dans mon truc. Mais surtout qu'elle colle au personnage, et puis, ouais, je l'ai pas mis dans mon truc parce que là, moi, je considère que c'est une chanson à part encore oui. C'est une chanson exceptionnelle, au-delà même du catch. Je le cite pas non plus, c'est comme quand Daniel Bryan, là, il est venu à la WWE, mais durant tout le Ring of Honor, il rentrait avec Final Countdown d'Europe.
bah moi ça me fait tout péter quoi. Ah bah The Final Countdown. Voilà. On peut parler des thèmes, le Sandman qui rentre sur Hunter the Sandman. Bah voilà. Quand ils l'ont fait à One Night Stand 2 je crois. One Night Stand 1. Voilà. Dans le Hammerstein Ballroom, ça a tout débranlé. C'est une de mes entrées préférées. Bah normal. Bah ouais, c'est une de mes entrées préférées. Eh ben écoute, je te propose qu'on fasse une pause, après on reprend. Oui. Mais ça y est, c'est reparti, on est bon. Oui. Alors, tu m'as dit la question que tu as pioché, c'est le 23. Le numéro 23. Donc c'était la dernière que j'avais préparée. C'est alors là, tu vas pas répondre, c'est moi qui vais répondre. C'est Le Coin Idée Fixe. J'aime bien son petit pseudo. C'est quelqu'un qui est énormément présent sur toutes les vidéos. Il est en train de tout se retaper. Il nous a demandé si vous êtes sur Spotify. Donc j'en profite pour faire la pub. Oui, la première saison est sur Spotify. La deuxième saison arrive. La troisième également. Et au fur et à mesure. Mais par contre, je veux laisser vraiment les vidéos vives sur YouTube avant de les mettre sur Spotify. Oui, pour pas que ça parasite notre algorithme. Ce qui peut nous faire grandir, c'est YouTube. Spotify, c'est un peu après. Mais Le Coin Idée Fixe, comme il a mis beaucoup de commentaires, je voulais le citer aussi parce que c'est toujours sympa de le voir. Voilà. Tu vois, il y a encore des questions qui sont rapides. Hein. Le 3. Le 3. C'est bien parce que tu vas jusqu'à l'autre bout, tu sais. Bah, c'est pas de ma faute. Bah, si, c'est ta faute. Est-ce que alors, Fausse News 96-53. Est-ce que la PGRA n'est pas celle qui a rapporté le plus d'argent, mais paradoxalement la plus générique, tant en catcher, booking, comparée à la Ruthless Aggression ou à l'Attitude Era, par exemple? Totalement d'accord. Bah oui, totalement d'accord. C'est que maintenant, avec le recul, on a déjà parlé de ça par rapport aux airs qui ont rapporté du pognon et à un influence. Mais quand le truc, c'est que la PGRA a permis à l'ère actuelle que j'appelle la monnaie era. Non, moi j'essaie de démocratiser la social media era. Moi j'essaie de l'appeler comme ça. Ça vient de moi, donc j'espère qu'on va partager ce truc-là. Qu'on soit connu. Voilà, qu'on soit connu. Mais la PGRA a amené cette ère-là, donc c'est là où il y a le plus de pognon, mais c'est aussi le contexte qui fait qu'ils avaient plus de concurrence et que c'est vraiment l'ère, comme il dit, générique et tout ça. Pour moi, c'est l'ère où la WWE, comme ils n'avaient pas de concurrence, ils se sont endormis. Ouais. La Ruthless Aggression Era, c'est la période de transition, justement, après la mort de la WCW jusqu'à la PGRA. C'est un peu la Ruthless Aggression, excuse-moi, c'est la période où Vince y pleurait ses anciens, ses anciennes taux d'audience. Ouais, taux d'audience. Et je vais citer notre ami Lunatic Enigma parce qu'on en a parlé hier sur donc du coup vous savez à quel moment on a il fait une émission sur la Ruthless qui est très sympa. Oui, voilà, c'est ça, mais comme nous on diffuse cette émission bien après, mais hier j'avais fait une diffusion de Watch Along où Lunatic Enigma était avec moi et on en a parlé où lui il l'a dit et donc du coup je suis d'accord avec lui. La Ruthless Aggression Era, c'est une ère, c'est mieux dans le booking, dans les catcheurs, dans le in-ring, dans tout ça. C'est au-dessus de l'Attitude Era. Ah oui. Mais ça n'a pas la portée médiatique à cause du contexte qu'il y a eu où justement il n'y avait plus d'audience, tout ça. Voilà. Et le pognon. Et qu'il y avait moins de pognon et qu'ils ont beaucoup trop perdu. Donc leur attitude a tout débranlé, mais que derrière, en fait, le produit de qualité, la Ruthless Aggression Era dans la globalité, c'est un produit de meilleure qualité. Mais par contre, ils n'avaient pas le public derrière. Par contre, la PGRA, comme ils ont retouché le public jeune, les enfants, les familles, les trucs comme ça, ils ont pu, grâce à John Cena, ils ont pu développer à mort l'argent, malgré que toutes les restrictions, mais c'était une ère où il n'y avait aucun risque de prix. Voilà, et ben tu vois par exemple, c'est ce que Disney est en train de faire l'inverse en ce moment, pour faire un petit point actu, c'est que Disney va essayer de retoucher les gens de notre génération à nous. Oui, parce qu'en fait, les choix, c'est ça, parce que les choix qu'ils ont fait depuis des années, ça, beaucoup de gens on parle pas des choix, mais ont quitté le produit, et que là, en fait, ils essaient de renouer avec tout le monde, et donc du coup de faire une marche arrière. Voilà, alors que la WWE justement, elle a toujours voulu fonctionner avec les enfants parce que déjà dans les années 80-90. Bien sûr. Après l'Attitude Era, c'est ce qu'avait dit Bret Hart. Moi je peux plus. Laisser mes enfants regarder. Voilà. Et après quand ils sont revenus à la Ruthless et qu'ils ont arrêté le sang par exemple et puis beaucoup de. La Ruthless il y avait encore le sang. Hein, c'est la PGRA qui arrête. Voilà la PGRA quand ils ont vraiment arrêté ça, il y a eu un virage. Ils ont reparti vers les enfants et Mysterio qui vendait des masques. Oui voilà. Produit familial, mais par contre. Comme il le dit si bien dans son commentaire, pas de prise de risque, storyline générique. Là, dans les prises de risque, on y est de nouveau. Hein. Il y en a zéro. Là, il y a zéro risque. Il y en a zéro. Question suivante. Merci, Fausse News. Le 16. Le 16. Je crois que c'est encore Caltalis. Non. Alors, le 16, c'est... RR Phenom 2676. Salut, j'ai une question incroyablement simple. J'étais chez un pote en discussion avec une connaissance et je lui ai parlé de ma passion pour le catch. Ça a beau être resté cordial, pour lui, c'est un sport spectacle joli, mais il ajoute, il est hors de question que je reconnaisse ça comme du sport. Ou comme du sport de combat. D'où ma simple question, le catch est-il toujours un sport de combat? Techniquement,
Ça l'est pas. Dans les cas, oui, parce que ça l'est pas, parce que c'est scénarisé et qu'on choisit les vainqueurs à l'avance. Donc ce n'est pas un sport de combat à proprement parler. Par contre, mais c'est... Oui, moi je dirais après. Vas-y, je dirai après. Laisse-moi développer. C'est un sport spectacle, mais justement, le but du catch, plus trop maintenant. Justement, avec les comment ça s'appelle, les réseaux sociaux, les émissions de la WWE et tout ça. On va dire, en Occident, c'est plus trop le cas. Maintenant, c'est vraiment mis en avant comme un spectacle, scénarisé, comme un film, comme tout ça. Mais dans le monde entier, que ce soit le Japon, par exemple, et le Mexique, c'est mis en avant comme un sport, mine de rien. Donc, on va dire, désolé, mes voisins font du bruit en montant les escaliers. Tous les jours, tous les mercredis quand on tourne. Voilà, même si c'est scénarisé et tout, c'est mis en avant comme ça. Donc, on va dire, dans la base, ce n'est pas un sport de combat, mais c'est vendu comme tel. Et c'est ce qui fait que c'est passionnant à suivre parce que il y a un esprit de compétition dans le catch. On a envie de voir des gens gagner. Ouais, et puis c'est cool d'avoir justement autre chose que des choses qui se passent que dans le ring. Oui. Ça se passe partout. Ouais. Non, mais par exemple, le Japon, il se passe que dans le ring. Ouais. Mais vu comment c'est fait, t'y crois. Encore une fois, c'est comment tu t'arrives à te mettre dans le produit ou pas. La question de se dire, je considère ça jamais comme un sport de combat, on s'en fout. C'est pas important. C'est est-ce que, quand tu regardes le produit, ça te divertit, t'arrives à être mis émotionnellement dedans, t'arrives à suspendre ton incrédulité parce que tu sais que c'est scénarisé. Mais si tout est de qualité et que tout te donne des émotions, tu vas y croire. Et en fait, est-ce que c'est pas là le plus important? Ça veut dire que ça te transmet tes émotions et qu'en fait, t'es devant, t'es diverti, t'as envie de suivre, t'as envie de continuer. Je pense que c'est ça le plus important. On s'en fout que c'est fake, on s'en fout que c'est réaliste. Quand je réponds sur, on va dire, un peu la réponse que son ami lui a donnée, quand les gens te disent, moi je regarde pas parce que c'est fake. Du coup, t'arrêtes de regarder Netflix, t'arrêtes de regarder du cinéma, t'arrêtes de regarder ça, c'est ce qui fera toujours rigoler, en fait. Voilà. Ça, pour moi, c'est un argument, mais tellement nul et fallacieux. Puis attends, moi, je peux te dire que je me tape des sports, pas de combat, mais des sports, je me tape des matchs de foot. Au moins, dans le catch, il se passe quelque chose. Non, mais, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme, en fait, tu scénarises le produit, fait qu'en fait, c'est quelque chose de passionnant à suivre. Quand tu suis du vrai sport, des fois, tu peux être aussi déçu. Donc, dans le catch, dans les trucs scénarisés, on est déçu parce que c'est la manière dont ça a été écrit qu'on va être déçu. Comme un film. Comme un film. Alors que dans le sport, on va dire, c'est des performances pures qui vont faire qu'on va être déçu. Mais pour moi, on est diverti tout autant. Si t'es fan de cyclisme, de foot, de boxe ou de machin comme ça, et que t'es fan de catch, je vois pas pourquoi il faudrait séparer tout ça. Ouais. Je comprends pas. Par contre, moi, je voudrais quand même dire un truc, et si tu veux après, on passe à autre chose. Là, c'est peut-être plus un sport de combat. Par contre, je considère que les catcheurs sont des vrais combattants. C'est des vrais sportifs. Parce que, par contre, voilà. Là, par contre, eux, vu leur façon de vivre, l'entraînement, et tout, c'est des sportifs de haut niveau. C'est ça. Parce que sinon, comme le Taker l'avait déjà dit dans une interview dans les années 90, je mets des gens dans je mets des culs dans des salles tous les soirs, je ramène du pognon comme personne, et je fais des trucs dans le ring que beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. Si c'était que du fake, tout le monde pourrait le faire. Bien sûr. Ce qui est pas vrai. C'est-à-dire que les performances sportives sont là malgré tout. Même si tu connais le résultat, même si le résultat et même certaines performances sportives, beaucoup de gens l'ont dit, par exemple des mecs du MMA qui ont tenté de faire du catch, ils ont dit comme quoi le catch était plus difficile. Ouais. Parce que là, les bums, tu vas les prendre. Faire des trucs dangereux, tu vas le faire. Puis c'est compliqué, finalement. En MMA, tu y vas pour faire mal à ton adversaire. Tu y vas pour prendre le moins de coups possible et mettre KO le plus rapidement possible. En catch, tu y vas pour justement ne pas faire mal à ton adversaire et le combat peut durer des heures. C'est ça. Et moi, j'ai une dernière anecdote et je terminerai par ça. Tu te rappelles que quand on travaillait, je crois, c'est quand on travaillait, toi et moi, à la Pirate, ça fait belle burette, hein. Ouais. Belle lurette. Belle burette, c'est Jean-Claude Convenant. Oui. Ça fait belle lurette. On avait eu un mec, je crois, qui faisait qui s'occupait un peu de sécurité et de, merde, aide-moi. Ceux qui soignent les gens sur, Secouriste, merci. Et qui avait dit que justement, il avait été à Amnéville, à un des shows de la WWE. C'était l'un des premiers shows que la WWE revenait en France. Et à la fin à chaque fois que les mecs repassaient le rideau après leur match, ils sont cassés de partout. Bah oui. Il dirait Mysterio, quand il a passé le rideau, il boitait. Ouais. Voilà. Et ça, j'ai le souvenir, voilà, les mecs quand même mettent leur corps, leur envie, plus peut-être même que sur certains vrais sports. Oui. Voilà. C'est sûr que le gardien du FCMS, il se fait allumer. Mais, je veux dire, non mais, voilà. C'est-à-dire, il faut bien faire la notion, oui, ok, il y a une part de scénario, mais d'un autre côté, les mecs, quand même, ils mettent leur vie en jeu dans le ring, et c'est des sportifs de haut niveau. Oui. Ça, et encore une fois, là, on prend toujours le prisme de la WWE, quand on prend le prisme, comme je l'ai dit, du monde entier, si on va au Japon, il y a moins de storyline, parce que tout est raconté dans le ring, les mecs considèrent ça comme un sport, on entraîne les jeunes comme un sport, ils ont des dojos, des choses comme ça, et c'est des plannings
on va dire, ou des fois ils ont des temps de pause, mais on va dire c'est des tournées, donc ça veut dire les mecs vont catcher 6 ou 7 fois par semaine. Ouais, c'est ce qui a beaucoup, par exemple, fait peur à un Brock Lesnar ou voilà, c'est ça. La WWE, pour le moment, le planning était comme ça aussi, mais maintenant ça s'est calmé parce qu'on est plus dans le média. On est plus dans le côté spectacle. Mais la WWE a toujours été plus dans le côté spectacle que dans le côté sport du catch. Parce qu'aussi avant, si tu devais exister, fallait faire un show. Maintenant, aujourd'hui, tu peux faire perdurer ton image avec les réseaux sociaux. Ton produit, ouais. D'où la réseau social. La social, média, ERA. Allez, question suivante, mon ami. Le 13. Ça va, c'est cool, tu prends du plaisir, c'est sympa. C'est cool de répondre aux gens. Ah bah, tu as répondu, c'est fausse news 96-53, donc je profite de sa question, mais tu as déjà répondu. Est-ce qu'un bon match de catch, finalement, c'est juste se rendre crédible auprès du spectateur? Bah oui. Voilà. Tout est dit. Je pense que on peut pas faire mieux que ce qu'il vient de dire là. Ouais, voilà, de faire de la qualité. En fait, de faire de la qualité pour que les personnes suspendent leur incrédulité et qu'ils y croient. Et qu'ils se prennent et qu'ils prennent leur pied. Voilà, et qu'ils prennent leur pied. Donc, du coup, c'est vrai que à l'époque, je dis juste là-dessus, c'est par rapport au kayfabe. Comme à l'époque, le kayfabe était fort et que les gens pensaient que c'était la réalité, c'était plus facile. En fait, de rendre le truc crédible. Alors que maintenant, comme on sait l'envers du décor au taquet, la WWE pousse à ce qu'on voit de plus en plus l'envers du décor, eh ben, faites du produit de qualité. Si vous faites un produit moyen ou pourri, c'est là où vous aurez les critiques. Et si tu fais un crédit, à partir du moment où t'es crédible et où c'est sympa, ça marche bien. Ça marche bien. Je te propose qu'on passe. Messiah, je te laisse tirer la question suivante. Le 2. Le 2. Alors, le 2, excusez-moi parce que j'étais en train de faire un petit truc, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Enlève tes mains sous le bureau, s'il te plaît. Oui, bah, excuse-moi. faut dire, ton Marcel Drew McIntyre. Marcel Drew McIntyre. Sexy, quand même. Voilà. Alors, Ella Kedi Ye, 2023, tous les héros, donc 2 points. Un nouveau clan finit les épisodes en massacrant tous les babyface, ce qui prépare un wargame qu'on sentait venir depuis plusieurs mois à l'avance. Money in the Bank, ton champion prend le pin et défend son titre à SummerSlam contre celui qui l'a fait spin. Tu me suis? Je suis. 2024, même chose. 2025, même chose. Vous pensez quoi du booking de HHH avec ce schéma? Bah, on en avait déjà parlé. C'est la WCW. C'est ça? C'est le booking. C'est ça. Tous les fins de Raw. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je regarde les résultats de Raw, c'est le même show. C'est le même show. Je suis d'accord. Là, et là, c'est fou que, bah, du coup, j'ai pas fait le parallèle. Bien joué, mon pote. Parce que du coup, c'est le même booking, là, depuis 3 ans. Ouais. C'est fou, hein. C'est un truc de fou, hein. Et tu vois, j'ai envie de dire, tu parles de ça, du fait que ce soit toujours les mêmes épisodes. Ouais. Et ben, regarde, là, le monter les shows avec le Fatal 4-Way pour Clash in Paris, j'ai l'impression que chaque fin de Raw, c'est la même chose. Oui, c'est ça. C'est, pour moi, je l'avais déjà dit, quand il faisait encore du taf où tout le monde se pignolait dessus, Triple H. Peut-être avant Netflix, avant tout ça, où là, il avait vraiment les mains libres. C'est encore une fois, il a plus les mains libres. Ça, j'en suis sûr. Voilà. Mais que je pense aussi, on lui a dit de pas prendre de risques, donc du coup, il fait les mêmes trucs. Mais, dès le début où il a repris le lead, on se plaignait aussi des bagarres générales. Ouais. Il y a tout le temps des bagarres générales avec de la sécurité, des machins. Mais tout le temps. Si tu me permets, pour paraphraser Sturi, il y avait le vieil homme au loin. Ouais. Maintenant, je me demande s'il n'y a pas le gros mec chauve. Le vieux chauve au loin, ouais. Ouais, enfin, il est pas si vieux, hein, notre ami The Rock, mais je pense que. Tu parles de The Rock. Je pense que The Rock, pour TKO et tout, avec TKO, je pense que ça doit être une boucherie Triple H. Je pense que Triple H, il doit en prendre plein la tronche. Il faut pas qu'il prenne de risques. Il faut que tout soit nickel. Faut que tout Comme je l'avais déjà dit. Tout soit lisse. C'est énorme entreprise aux USA. Donc ça veut dire qu'ils ont des cahiers des charges à respecter. Voilà. Et que du coup, tu ne peux pas faire comme dans les jeux vidéo, où les mecs, en fait, ils font tout le temps les mêmes jeux parce qu'il faut ramener juste du pognon. Maintenant, la WWE, c'est plus un petit artisan, maintenant. Non, ça n'a jamais été. Allez, question suivante. Le 17. Le 17. Tu vois, c'est bien parce qu'on avance tout doucement, c'est bien, on a pris du plaisir. Alors, Kitalis qui revient nous revoir. Pardon. Parce que j'ai dit on a pris du plaisir. Bon, en vrai, Orton, il devrait avoir plus de titres que Cena ou pas? Non. Non, ça reste... Non. Franchement, non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de rebattre un record juste pour battre un record, en fait. Mais moi, il faut que ce soit pertinent. John Cena, pour son dernier run, même si on en parlera beaucoup quand on fera sa vidéo, c'est un échec, ce heel turn. Ah non, moi, son heel turn, c'est le meilleur heel turn de l'histoire du catch. Non, c'est un énorme échec. Et donc, du coup, là, par contre, c'était cohérent de lui faire battre le record de Ric Flair. Et dans la storyline, c'était cohérent qu'il gagne un titre. Là, si vous voulez que Randy Orton dépasse John Cena, ce serait juste pour qu'il dépasse John Cena, donc je vois aucun intérêt. C'est bien. Mais par contre, tu vois, je pense qu'on va bâcher à juste titre son heel turn. Mais alors, putain, son fast turn. C'est pire. Je pense qu'on va le bâcher encore plus. Pire. Je pense qu'on va le bâcher encore plus, oui. C'est encore
pire. C'est de mais la encore merde. une fois, souvenez-vous, on l'avait dit au moment du heel turn, on avait dit qu'on voulait pas en parler tout de suite, qu'on voulait avoir le recul suffisant. Parce que, en plus, moi, je voyais des messages où on me dit, c'est le plus grand heel turn de tous les temps, au-dessus de Hogan à Bash the Beach, pour la classe de 96, pour dépasser la NWO. Je pense que les gens qui ont dit ça, s'ils pouvaient retirer leur message, ils le feraient. Ah ouais, c'est... De toute façon, même l'impact, hein. Mais bien sûr. Mais là, non, je pense que cette année, quand même, le meilleur face turn, c'est celui d'Ertus. Non, mais franchement, après, tu te demandes pourquoi. Non, mais excuse-moi, là, ok, je troll, je dis une connerie. Mais après, tu te demandes pourquoi les gens, ils pètent en ce moment, ils ont moins la tête à ça. Moi, je serais, tu vois, je vais dire un truc, c'est horrible, hein, mais si là, il le revirerait, là, du jour au lendemain, là, il y aurait plus de nouveau les gens qui le feraient revenir. Non, non. Faut le laisser pas. Là, un moment, vas-y, va à la tienne, va t'amuser. Parce que là, pour d'avoir enfin écouté les fans, d'avoir eu un putain de machine qui fait que tu le fais revenir, c'est cool. Ils ont trollé les fans, c'est tout. Voilà, et qu'en fait, pour voir l'utilisation qu'ils font de lui maintenant, ça fait mal, hein. Vous avez vu, les gars? On l'a repris, hein. Ouais. On l'a repris, hein, les gars. On l'a repris, hein. Ouais. Pousse, hein. Pousse. Inadmissible. Vous aimez bien Rousseff, hein. Ah, et attention, parce que Malakai Black, encore mieux. J'adore ces matchs en pay-per-view depuis son retour. Alors Rousseff, au moins, il sera en France. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, enfin, vous l'aurez déjà vu. Ouais. Mais j'espère que au moment où on tourne cette vidéo-là, ils seront déjà en équipe avec Sheamus, comme je l'ai annoncé. Ah, oui. Moi, je le vois après partir vers le titre. Ah, c'est ça. Le 19. Alors, toujours Keltalis, pensez-vous que le catch plus ancien, comme les années 70, 80, guerre des territoires, etc. Ok. Donc, pensez-vous parler de catch? Donc, excuse-moi, j'ai oublié un mot. Pensez-vous parler de catch plus ancien? Donc, je lui ai déjà répondu oui. Pensez-vous que André était plus grand que Hogan en popularité dans les années 70-80? Bah oui. Ah, tu veux dire comparatif entre la Hogan era et à ce moment-là? Non, dans les années... Ah, dans les années 70-80, André, c'est la plus grande star du catch. Ouais. Plus que Bruno Sammartino? Bruno Sammartino, c'est territorial. C'est à New York. Ah, c'est vrai? Bah oui, c'est dans le territoire de la WWE. Donc ça va. Alors, excuse-moi, Keltali, j'ai un peu mangé ta question. Voilà. Hein, mais... Alors que André, lui, il faisait tous les territoires et c'était l'attraction qu'on voulait voir dans tous les territoires. Ah ouais, carrément. Bruno Sammartino, c'était la plus grande star du territoire de New York. De Vince McMahon Senior. Donc c'est un champion exceptionnel, une popularité exceptionnelle, mais c'était territorial. Ça veut dire que les gens qui étaient dans le Texas, ils en avaient rien à foutre de Bruno Sammartino, si tu veux. Purée, d'accord. Okay. J'exagère, mais ça. Oui, non, mais je comprends. Voilà. Bah, surtout. Voilà. Et là, si on parle dans ces années-là, par exemple, si tu parles d'un Ricky Dawson, d'un Antonio Inoki ou d'un Giant Baba, là, les mecs, c'est les stars de tout le Japon. Il n'y a pas de territoire japonais, machin. Là, c'est vraiment la popularité dans tout le pays. Ok. Si on prend dans tous les États-Unis, la plus grande star du catch à ce moment-là, pour moi, c'est André, parce que lui faisait tous les territoires, et il y a des gens qui payaient juste pour pouvoir voir André le géant. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était vraiment un truc de fou. De fou. Ben, André le géant a permis à Hogan d'exposer à la EWA. Parce qu'il était heel. Il affrontait André heel. Non, je veux dire, il affrontait Hogan qui était heel. D'accord. Ouais. André le face. Ok. Tu vois. Et c'est quand l'un des autres coups dans le cercueil de la NWA, c'est quand Vince a réussi. Enfin, quand il a arraché tout le monde. Et quand il a réussi justement à prendre André que pour chez lui. Ah oui, aussi. Hogan, c'est un déjà André. Déjà, non mais. Ah, c'est André en premier. Il a pris André en premier. Ah. Voilà, il a. Ah bah oui. De signer André, de le rendre plus ou moins exclusif à lui, à sa fédération qu'il allait créer, la mondialiser, c'était je pense que c'est le meilleur move possible. Plus que Hogan encore. Encore plus que Hogan, à ce moment-là. Parce qu'Hogan, il a construit. Quand il est il est chez Vince Gagné, c'est territorial. C'est territorial, mais il commençait à exploser Hogan. Vu son personnage et tout, il commençait à toucher tout le monde. Puis il y avait eu Rocky, je crois. Voilà. Et il y a eu Rocky parce que Senior, lui, s'en foutait. Oui, il voulait. Voilà, il voulait pas. Et en fait, le truc, c'est que Hogan commençait à créer son personnage de la Hulkamania et tout à la WA, mais ça n'avait pas encore explosé. Et Vince, quand il l'a pris, il a transformé la Hoganira avec l'aide de Hogan, elles sont deux, hein, en un truc mondial. Et qui a touché tout le monde. Mais, si on prend vraiment dans les 70-80 et le début, la star, c'est André. Ouais, c'est incroyable. Franchement, alors là, Keltalis t'a posé une question exceptionnelle et je suis content parce que là, j'ai appris quelque chose. Ouais. Et là, tu vois, plus on parle de ça, il y tient au territoire, hein. Mais il a raison, plus on parle de ça, plus je suis posé de la faire cette émission parce que là, je vais apprendre plein de trucs. Ouais. Et, par exemple, petit bonbon, Roddy Piper, il a été considéré comme l'un des plus grands heels de tous les temps parce que lui, il tournait entre les territoires. Beaucoup plus. Aussi. Donc lui, il a commencé à faire sa fame bien avant. Ah mais tu vois, pour Sammartino, je savais pas. Ouais. À Sammartino, oui, c'est le territoire de New York. D'accord, ouais, non, mais c'est super intéressant, en fait. Super intéressant. Le 18. Le 18. Alors, c'est toujours notre ami Keltalis, parce que je les avais regroupés. Hein. Quand avez-vous commencé le catch? Enfin, premier souvenir,
Voilà, pas le catch, on n'a jamais été catcheur, on est d'accord. Si par moment de nuit, quand on cassait des bras, mais on n'en parlera plus de ça. Mais voilà, explique-moi ton premier souvenir de catch. Je sais plus si je l'avais déjà dit, mais oui, je me sens que je l'ai déjà dit. Je suis tombé au hasard en 98-99 sur RTL9, Puissance Catch, WCW. C'est mon premier souvenir de catch. Ok, et ben moi le mien, c'est le magazine Tortue Ninja. Oh. À la fin du magazine, tu avais tous les produits d'importation US que tu pouvais acheter, et il y avait des DVD de catch. Et c'est donc mon premier visuel sur le catch. Okay. Je voyais les cassettes. Okay, DVD, ouais. Non, c'était des cassettes à l'époque. Je voyais les cassettes. Et après, je pense que c'est un peu comme toi, mais toi, c'est en 2003, 2002-2003. Alors moi, ma grosse hype, ouais, c'est 2002-2003, mais là, les cassettes de catch, j'étais tout gamin. Hein. Oui. J'avais 8-9 ans. Hein. Ah, oui. C'était dans le milieu des années 90. Hein. Oui. Où là, vraiment, c'est la première fois où je voyais des catcheurs. Je voyais les cassettes. Mais tu savais même pas ce que c'était. Non, mais après on te mettait catch, WWE, ouais. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est, ça doit être bien ça. Puis en plus, t'avais quand même des images de catcheurs, t'avais déjà vu. Donc je me dis, waouh, puis tu sais pas que c'est fake. Donc t'as 9 ans. Ouais. Waouh, ouais, j'aimerais bien avoir les cassettes, j'aimerais bien voir, ça doit être super. Ça, c'est mon premier souvenir du monde du catch où j'ai vraiment un truc, ça m'a marqué. Et sinon, mon premier truc, ouais, je pense que le premier truc, c'est le retour de Shawn Michaels. Ouais. Quand il est avec parce que ça, le béret Gagol, ouais, avec la marque, avec le petit. Ouais, le béret mis à l'envers. Ouais, et puis le petit logo. Le petit logo, ouais. Où c'est un kangourou. Oui. Et ben ça, c'est mon premier souvenir de catch. Et ce qui m'a vraiment accroché le plus, c'est SmackDown Earth the Pain. Ah oui. Parce que pour moi, je pouvais rejouer les rôles tous les jours. Alors que moi, ça faisait déjà du coup plusieurs années que je regardais Puissance Catch en cachette, où je regardais avec très peu de son pour pas que ma mère entende. Je regardais en secret parce que j'avais la chance d'avoir une télé dans ma chambre, mais normalement je devais être censé être au lit. Et comme ça se passait à 22h45, ça commençait, je regardais en cachette. Je suivais pratiquement tout ce que je pouvais. Donc j'ai des gros souvenirs WCW, de la fin de WCW jusqu'à WWE. Et j'ai perdu mon fil. Tu regardais dans les jeux de catch, mon premier jeu de catch que j'ai eu entre les mains, c'est Chuck Schumacher. Et c'est pour ça que moi c'est un de mes préférés. Et après avec mon ami Kevin, on les a tous achetés. Here Comes the Pain, ouais. SmackDown vs Raw. Et celui que je pense que je préfère jouer, par contre, c'est pas mon préféré. C'est Day of Reckoning 2. C'est Day of Reckoning 2 sur GameCube. Parce que tu peux tout arrêter. Parce que tu peux faire n'importe quoi dedans. On fera peut-être un petit jour une question un peu pour un jeu vidéo. Ouais, pourquoi pas. Comme ça, pour en parler. Parce que c'est plein de souvenirs. Et moi, THQ, bien, malgré que c'est pas une boîte qui a réussi à perdurer, 100 fois supérieur à 2K. Bah, 2K, le problème, c'est que c'est des pay to win. C'est toujours comme ça. Non, mais c'est même, je parle dans le gameplay, moi. Ah oui, parce que moi, 2K, aujourd'hui. Moi, le jeu de catch, il fallait qu'il les laisse fun, arcade. Et en fait, le fait de les transformer un peu en simulation, je trouve que c'est chiant. Non, mais moi, les 2K, j'ai été un grand amateur, et tu le sais, de NBA 2K, hein. Oui. J'en ai mangé des NBA 2K depuis les années 2010. Aujourd'hui, je peux plus. J'en ai marre de devoir claquer 70 ou 80 euros en plus du jeu pour avoir assez de WC pour pouvoir acheter. Les WC, c'est la virtuelle monnaie. Oui. Pour pouvoir acheter le slip que tu veux mettre pendant le match. Et encore, je pense que tu ne le fais pas, mais pendant le moment, tu faisais déjà ça dans FIFA. Alors quand tu commets. Mais FIFA, c'est gratuit. Ouais. FIFA, c'est gratuit. Ah, okay. FIFA, tu fais ce que tu veux gratuitement. En fait, si tu as envie de créer ton joueur à 99, c'est gratuit. Et après, tu fais ta carrière, c'est gratos. Tout cas, il faut payer. Okay. Donc tu achètes un jeu, mais si tu ne peux pas y jouer comme tu veux. D'accord. Et ça m'énerve. Parce que moi, c'est des jeux que je ne joue pas. Donc. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai du mal. Mais FIFA, c'est pas pareil. FIFA, tu peux créer ton équipe et puis vas-y, va t'amuser. Ouais, quand tu joues en solo, c'est ça. C'est solo, c'est gratuit. Le truc en ligne. Mais non, mais par contre, Touquet, même les jeux Touquet, même en solo, faut payer. Ok. C'est ça qui est parce ces mecs-là sont très forts, c'est qu'ils ont mis le solo dans le multi. Ah oui. Et quoi qu'il arrive, tu dois toujours être connecté. Tu dois toujours être machin, même si tu n'as pas envie de jouer en ligne, ton personnage est quand même sur leur world map avec d'autres joueurs. Ok, d'accord. Donc tu peux pas avoir un joueur cheaté. Je vois. Mais moi, si demain j'ai envie de me faire mon joueur à 3,5 m et à 99 partout, eh ben tu peux pas. Ou alors ça va te coûter 100 euros. Okay. J'imagine quand même. Ouais, je vois. Faut être cinglé. Et c'est pour ça que ces jeux-là, je veux plus. Moi, c'est surtout pour le gameplay que les 2K. Ouais, les dernières fois où j'ai joué à des 2K, c'était passé 25 ans dans le mode univers et à faire que des créations de personnages. Ouais, bah voilà. Et en fait, je joue même pas au jeu. Mais FIFA, FIFA, je sais que tu joues pas à ces jeux-là, mais FIFA encore, t'as un peu plus de liberté. Question suivante. Le 22. Le 22, hop. De les flics. Ah! Alors ça, c'est une question qu'on avait en dessous de Scott Steiner. Oui. C'est toujours fausse news. C'est plus un petit truc troll, je me suis dit. Le pile driver de Scott Steiner, il me dit que c'était le plus violent de l'histoire du catch.
Laisse-moi finir. Je réponds très bonne remarque. Et il répond, je défie Messiah d'en trouver un plus violent. Oh, alors. Allez, vas-y. Alors Messiah, du coup, t'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé. C'était un peu compliqué de chercher parce que c'est vrai que celui de Scott Steiner, il est vraiment violent. Qui a été repris par Brian Cage dans Catcher récent, qui est à la EW, qui le fait aussi le Screwdriver, donc la perceuse, voilà, si on traduit. Pour moi, il y en a un plus violent. Mais pas sur tout le monde, parce qu'en fait, c'est la manière dont le mec aussi va le prendre, mais il y en a des terrifiants, je t'en ai montré en off. Ah, moi, des trucs sur la nuque, de toute façon, voilà. J'ai du mal. C'est le Tiger Driver 91 de Mitsuharu Misawa. Et en air récente, si vous voulez aller voir, qui a été repris par Will Ospreay, qui l'a appelé le Storm Driver. Pour moi, c'est celui-là le plus violent. Est-ce que la chute sur la nuque, donc en fait, il prend double underhook comme un pedigree, il le porte. Normalement, un Tiger Driver, ça finit en powerbomb. Donc on prend comme un pedigree, mais on finit en powerbomb. Sauf que Mitsuharu Misawa, il prenait le gars, il le soulevait, et direction la nuque. Donc je pense que pour moi, c'est le plus violent, c'est ce qui a fait que énormément de catcheurs japonais ont la nuque pétée, ils sont limite en chaise roulante maintenant. Parce que ça, à mon avis, ça peut pas être fake. Hein. Bah ça, si t'as pas des trapèzes de bourrin et une nuque en tungstène, tu meurs. Voilà. Donc tu vois, il a trouvé. Voilà. Fausse News 96-53, il a trouvé. Tu me diras, tu me mettras en commentaire si tu trouves que c'est plus violent. Dans la nouvelle vidéo, ouais. Le 14 ou 19 19, je pense. Non, c'est le 14. Le 14. Alors le 14, c'est une petite blague que j'ai avec mon ami Jean-François Fresquet. Je dis mon ami, hein, tu m'en voudras pas. Parce qu'on fait souvent les inconnus quand il met des commentaires. Oui, j'avais déjà remarqué. Donc là, il nous demande si on met des slips ou des caleçons. C'est par rapport au sketch des inconnus, la ZUP. Donc moi, je tiens à dire que des fois, on met des slips sous nos caleçons. Moi, je suis team boxer. Voilà, moi, je suis team rien du tout. Je préfère. J'ai un collègue, comme ça, il bosse, il a pas de slip. Bon bah. Chacun ses une fois, il a perdu le pantalon, c'était rigolo. Et du coup, on peut faire parler dans le catch. Ah, vas-y. Slip, je te pose la question. Slip, boxer short ou tight. Donc pantalon. Alors ça dépend. Le slip, je suis pas un grand fan. Moi, je préfère les caleçons. Style par exemple le caleçon qu'avait Goldberg en noir et blanc à la WWE, j'aime beaucoup, ça m'a marqué. Mais je pense que je suis un fervent amateur du tight. Je préfère dans la globalité le tight aussi. Mais pour moi, le slip, quand t'as un physique comme Batista, Triple H, Brock Lesnar, quand t'as un physique de limite de culturiste, je trouve que le slip, ça met encore plus en avant tout. Enfin, Batista, c'était un tight, hein. C'est juste qu'en fait, il était tellement balèze que ça finissait en slip. Non, c'était un slip, lui. Ouais, mais après, le tight, par exemple, ça dépend du catcheur aussi, parce que Kurt Angle, il faut la grenouillère de catcheur. Il faut la grenouillère, voilà, ça dépend de ton... Ça dépend du catcheur, mais on va dire dans la globalité, je préfère les tights. Shawn Michaels, AJ Styles, Tanahashi. Dans tous les catcheurs que j'ai cités de mes préférés, Chris Jericho, très souvent ils étaient en tight. Ouais, c'est vrai. Quoique Chris Jericho, quand il a changé de personnage pour devenir le meilleur heel en 2008, il s'est mis en slip et c'était parfait. Mais il a tout été Chris Jericho de toute façon. Ouais. Mais tu vois. Surtout capillairement. Oui. Tu vois, d'une question troll, et on se retrouve un petit peu à. Je me dis, ça se dit parallèle. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Ça se trouve, en fait, il a jamais voulu parler des inconnus et c'était ça qu'il posait comme question. Le 7. Alors, félicitations. La prochaine étape, c'est les 500 abonnés, parce que c'était sur un post que j'avais mis. On espère, aidez-nous. Surtout que là, je sais que ça peut être un peu bizarre, parce que c'est 3 émissions où on parle pas d'un catcheur précisément, mais avec les vacances et tout, c'était compliqué. Là, après, on va reprendre sur quelques catcheurs, vous inquiétez pas les amis, ça revient. Kurt Angle, Bret Hart, Lex Luger, c'est ce qui va arriver. Alors, j'ai une question qui me taraude depuis la fameuse ruse du siècle de Rollins. N'est-il pas dangereux de déplacer le kayfabe jusqu'aux coulisses de cette manière? Je comprends l'application moderne de la chose, vu qu'on sait tous grâce à Internet. Mais l'effet pervers commence déjà à se montrer. Avec Karrion Kross, les gens sont tellement persuadés que c'est juste un walk, moi y compris le fait qu'il soit viré, enfin qu'il parte. Il est plus là, les gars. Pour résumer, il est plus là, je vous confirme. Pour résumer, essayer de kayfaber les smarts, c'est pas faire du Vince Russo et mettre un coup d'épée dans l'eau. C'est un peu nébuleux, j'espère avoir été compréhensible. T'as été plus que compréhensible parce que je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une décision complètement con. Je vais faire un parallèle d'un quelqu'un. De quoi tu parles de la fausse blessure de Rollins? Voilà. Moi, c'est tellement, en fait, vous jouez là-dessus. Souvenez-vous que quand Kevin Owens là, il s'est blessé, les gens pensaient à un work à cause de ça. Comme tu l'as dit, c'est du Vince Russo. Essayez de baiser les smarts. Comme Drew McIntyre qui oublie son passeport. Oui, on sait très bien que c'est faux. Voilà, on sait très bien que c'est un truc pour dire est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va pas être là. Je trouve ça stupide. Et en plus, ça n'apporte rien. Rollins, ça apporte rien à la storyline de faire ça.
Ça n'a rien apporté pour baiser Punk, il peut quand même le baiser quoi qu'il arrive. Oui, il avait la manette. Et en plus, je vais citer quelqu'un qui est un peu controversé, je sais, mais moi que j'aime bien écouter de temps en temps, c'est Tom Laroufa, qui a justement parlé de SummerSlam par rapport à ça. Il a fait, au niveau du catch, des storylines de catch de manière générale, il me dit ça a apporté quoi? Parce que en plus, se mettre une défaite face à LA Knight, un mec qui est pas champion, pour que tu deviennes champion après, à part baisser ta crédibilité, même si on te dit ouais, t'as perdu parce que t'es blessé, bah dans tes stats, t'as quand même perdu. Donc en fait, de jouer sur tes défaites, tes blessures, tes machins, tes fausses blessures et tout ça, pour au final un plan machiavélique qui aurait pu être fait quoi qu'il arrive. C'est en fait ça que je comprends pas. Tu vois, dans l'idée. Si le gars, il se dit, il a été blessé, fausse blessure, même si j'aime pas du tout les angles de fausse blessure, mais tu fais une fausse blessure où le mec n'est pas là, mais que derrière l'autorité, genre le général manager vient intégrer le mec à la fin du match, comme Vince McMahon quand il l'avait fait avec Batista, qui vient à la fin du Chamber. Voilà, où le mec, on sait pas du tout qui vient. Il reste un match. Voilà, c'est ça. Et que, en fait, Cena se fait péter la gueule parce qu'il y a un plan machiavélique entre l'autorité et le heel pour qu'il vienne voler le gars. Je trouve encore ça sympa. Et encore, il y avait pas de blessure dedans. Alors que le gars a le Money in the Bank, il a le truc où il peut le cacher tout le temps. Donc, il peut le baiser quand il veut. Il est pas obligé de se dire je suis en fausse blessure et je suis pas là. Non, mais ça, c'était pour troller les fans. C'était vraiment pour troller les fans. C'est vraiment, c'est ça. Donc moi, ça m'énerve parce que ça sort d'une storyline, ça sort, comme il dit, du kayfabe pour juste faire le plus grand, soi-disant le plus grand cashing de tous les temps, et baiser. Moi, ça, ouais, c'est trop bien, ça va 31. Question de goût. Mais là, en fait, c'est juste que oui, comme tu dis, c'est pour baiser les fans et je vois pas l'intérêt. Bah après, tu vois, moi, ça me fait penser, tu te rappelles quand Becky Lynch avait la même chose, qu'elle était blessée au genou et qu'elle venait en béquille, et qu'elle avait vraiment affronté Charlotte en étant blessée, tu te rappelles? Oui. Là, il aurait fallu qu'elle prenne les béquilles, qu'elle les jette et qu'elle dise je suis pas blessée, je vais te maraver ta gueule. Parce qu'il y avait toute cette, déjà, il n'y avait pas de Money in the Bank, il y avait cette histoire de dire à Charlotte, de troller Charlotte. Ouais. Là, tu trollais Charlotte. Ouais. Pas le public. Voilà, c'est ça. Tu faisais plaisir au public, mais tu trollais même Charlotte. S'il cache sur Punk, là, il y a aucun intérêt. En cachant sur Punk, dans tous les cas, il l'aurait baisé, et la storyline, ça aurait été cohérent. Ah, mais ça, moi, ça me conforte dans mon idée qu'en ce moment, j'ai un peu de mal. Ah, ben, moi, c'est pas besoin d'être conforté, j'ai du mal. Voilà. Très bonne question de Très bonne question. Phénom. Le 9. Le 9. Alors là, c'est un petit peu, c'est Liam Leporte. Oh putain. Liam Leporte? Liam Leporte. 20-50. Truc tout simple. Qui vous êtes? Âge, famille, profession, la première fois dans le catch, comment vous êtes connu, implication dans le catch, il y en a eu, etc. C'est un petit peu comme on a fait tout à l'heure sur notre première image. De présentation. Bah alors, qui vous êtes? Moi, je m'appelle Thomas, j'ai bientôt 40 ans, je suis père de famille et je travaille dans la restauration. Voilà, ma première fois dans le catch, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est avec les magazines, hein, c'est ce que j'ai déjà parlé, et puis après à la télé. Et pour le On s'est connu, on répondra après que t'aies fait ta petite présentation vite fait. Bah, est-ce que j'ai knowledge mon nom ou pas? Ouais, laisse Messiah, c'est bien. Donc je donne pas mon nom, donc Messiah, mon pseudo, depuis que j'ai 16 ans, je le répète, cette Roline m'a volé mon pseudo. Il est orthographié A-Y-K et pas le Messia. Oui, il y en a des fois dans les commentaires. A-H. Parce que à l'époque j'étais gros fan, je suis encore maintenant mais beaucoup moins, mais je suis un gros fan de Japon, d'anime et de tout ça. Et en fait, en étant 16 ans, on se dit j'ai envie que ça le fasse à la manière japonaise. Donc du coup j'ai mis Y. D'accord. Voilà. D'accord, ok, tout bête. Voilà. Je savais pas ça les amis. Tout bête. Et ce pseudo vient, comme ça je le dis, peut-être que les gens connaissent pas du tout cet animé, mais je le dis. Ce pseudo vient d'un de mes animés préférés, qui vient de la série Gundam. Donc c'est Gundam Seed. Et en fait, il y a une forteresse volante qui s'appelle Messiah. Ah, j'ai toujours cru que ton manga préféré c'était du hentai. Ouais, donc du coup... pas du tout. J'ai 34 ans. Ouais. Je suis aussi dans la restauration. Maintenant, je suis dans la restauration collective. Je suis cuisinier. Qu'est-ce qu'on est con d'avoir choisi ce métier. Exactement. J'en me bouffe les doigts. Je suis donc cuisinier. Bon, j'ai pratiquement toujours été cuisinier. Et mon application dans le monde du catch, comme j'ai dit, j'ai connu le catch en 98. Et en fait, j'ai jamais lâché. J'ai eu des périodes où des fois je pouvais pas regarder ou des trucs comme ça, mais j'ai toujours suivi. Après j'ai commencé à m'intéresser au catch hors WWE grâce à Internet, là, dans les débuts d'Internet, où j'avais pas Internet chez moi, j'allais dans les cybercafés, dans les trucs comme ça. Dans un des villages à côté de chez moi, il y avait une salle PC, on payait 2,50€, on pouvait rester toute la journée, ça me permettait d'aller sur Internet. Et puis c'est comme ça qu'on a. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tout connaître mon catcheur préféré, Hiroshi Tanahashi, c'était dans cette période-là. Et j'ai pas eu d'application dans le monde du catch, j'ai été actif dans la communauté de Norbert Feuillon, un peu de celle de Sturie, et en fait ça a toujours été une passion, je suis toujours dedans, même si je regarde moi maintenant. Alors, on s'est connus tous les deux en travaillant dans un petit restaurant à proximité de chez nous. Entre 2010 et 2011. Voilà, où lui il venait faire un stage.
De base, oui. Et puis finalement, on a bien accroché. Et puis une chose en emmenant une autre, on s'est rendu compte qu'on aimait bien la même chose, les jeux vidéo. C'est ça. Et ce restaurant-là, après le stage, quand le chef est parti, j'ai pris sa place. Voilà. Et du coup, on a été collègues pendant 1 an ou 2 avant que je m'en aille ailleurs. Oui. Et du coup, on a toujours resté en contact, mais si comme dans toute la vie, il y a des moments où tu es plus en contact que d'autres. Oui. Voilà. On a pendant des années et des années regardé les shows tous les jours en live chez moi. Le voisin était content. Ah oui. Gros con, va. Mais bref, c'est pas grave. Et puis un soir, il y a quelques temps, là, quand j'ai eu mon petit, ça a été un peu une période spéciale pour moi. Hein, ça a pas tout, voilà. Et puis on a discuté, puis on s'est dit, on regrette quand même que FHCA ils aient jamais fait Triple H. Tu te rappelles? Et puis je sais pas, j'envoie un SMS et je te dis, et si nous on le faisait Triple H? Tu te rappelles? C'est comme ça que ça a démarré. Et puis on s'est lancé dans la folle aventure des couloirs du catch parce qu'aussi Messiah, comme il discutait un peu avec avec Norbert Feuillant. À l'époque, j'y discute plus du tout. Plus maintenant parce qu'il est parti vers d'autres choses. Mais tu avais confirmé qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne referait plus de. Chaque fois qu'il communique sur les réseaux sociaux ou les peu de live Twitch que Rabbi Mentor fait, il faut comprendre qu'ils ne reviendront jamais. Donc on s'est dit nous, on va prendre un petit peu leur suite. Avec toute proportion gardée, on ne se considère pas, on se compare pas à eux. Ils ont fait des émissions super, d'autres qui étaient un peu moins bien. On en a fait que on considère comme super et d'autres qui sont un peu moins bien. On a forcément un certain lignage vis-à-vis d'eux parce que c'était les seuls, je crois, à proposer ce style de podcast. À faire ce style de podcast, podcast bien. En France, c'était les seuls qui avaient ce créneau-là, donc ça veut dire pas d'image spécifique, de l'écoute, de la discussion, sans cut, sans montage, pas de storytelling, c'est pas ce qu'on fait. Et donc du coup, on s'est dit en plus ce créneau-là manque sur YouTube, il nous manque de faire des vidéos longues. Et on s'est dit let's go, quoi. Et puis on est là, alors ça va faire bientôt 1 an, hein, un peu de choses près. La communauté grandit tout doucement. J'espère qu'au moment où vous écouterez cette émission, on sera pas loin des 400. Nous on est contents, ça grandit tout doucement, les gens sont contents, on a de plus en plus de gens qui s'impliquent. Donc c'est agréable. On essaie de s'appliquer au maximum par rapport à la vie. C'est pas toujours simple avec la vie de tous les jours. Voilà, comme je disais aujourd'hui, on aurait dû faire Kurt Angle, mais j'avais pas le temps. Ouais. Parce que voilà. Et on peut que vous encourager à continuer à participer dans les discussions, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires. Ceux qui ont envie, qui ont le temps, à rejoindre le Discord. Même si vous venez pas forcément parler, parce que vous n'avez pas forcément l'envie, Messiah diffuse des matchs de temps en temps, peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par mois quand il a le temps. Vous rejoignez le salon, vous regardez un petit match de catch japonais, vous discutez dans une bonne ambiance. C'est agréable, c'est sympa. Et même si vous n'avez pas forcément l'envie de laisser des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages, c'est pas grave. Déjà, le fait que vous soyez là de temps en temps pour regarder un match de catch, ça nous suffit à être content. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec notre communauté. Voilà. Question suivante. Le 10. Le 10. Alors, Sébastien Joly qui nous revient avec ses petits what-if. Oui. Petite réflexion pour le FAQ en mode what-if. Est-ce qu'à votre avis, si Sting était venu dès 2002, tu me laisseras répondre en premier, à la WWE, aurait-il été le babyface de la compagnie comme à la WCW? Et est-ce que ça aurait freiné la montée d'autres catcheurs comme Cena, Batista, pour vous, car Sting est quand même une légende babyface qui transcende les compagnies? Ou alors, Vince en aurait fait un gros heel car pas produit maison? Alors, je vais répondre en premier. Avant que tu réponds, je dis juste, c'est même pas ça qu'il aurait fait. Et voilà. Je pense que on serait plutôt dans le cas que s'il avait pu, Vince, il aurait fait combattre Sting face à Tajiri. Non. Même pas. Non. Pour moi, il aurait fait son Sting Taker pour que Taker le démolisse comme il a démoli DDP. Ah là, il lui aurait botté le cul. Hein. Il lui aurait botté le cul. Et que derrière, le fan following des fans aurait aidé à Sting à remonter. Parce que c'est Sting. Et qu'en fait, c'est Triple H qui l'aura enterré. Ce que Triple H a fait. Non, malheureusement, je peux comprendre ta question, Sébastien, et je suis totalement d'accord avec toi dans le fait je dis, si vraiment il n'y avait pas la rancœur, l'utilisation de Vince, la destruction des mecs de la WCW. Ah oui, là, c'est autre chose. S'il n'y avait pas ça dans ligne de compte, il n'aurait freiné personne. Parce que c'est Sting. Et qu'en fait, il aurait aidé les autres à monter. Ouais. Parce que Sting, il a Ric Flair qui l'a permis d'aider à monter. Et en fait, Sting, il a toujours ce truc-là, c'est de mettre les gens en avant. Sting, ça a jamais été un tyran à ne pas accepter de faire des programmes et tout ça. Je suis d'accord avec toi. Et on le voit dans sa fin de carrière, il a permis à avoir une aura Darby Allin. Mine de rien. Même si le gars gagnait des matchs qui faisait le mec invincible et tout ça, ça a mis tous ceux qui ont affronté Sting, ça a donné des storylines très cool, des matchs très cool. Il y avait rien qui chiait. Émission sur Sting. Mais par contre, non, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est exactement ça. Ça dépend dans quelle configuration tu prends. Mais dans la configuration de la WWE de l'époque, c'était foutu. Il était mort. Et dernier parallèle, on va faire un what if. S'il serait passé et bien utilisé, que j'aurais kiffé, c'est qu'au bout d'un moment, il aurait repris le personnage de surfeur.
d'enlever The Crow pour reprendre. Assassinat. Pour pusher John Cena. Parce que c'est le même. John Cena, c'est Sting Surfer, je le dis à chaque fois. Ouais. Le début de John Cena Face, c'est le Sting Surfer des années 90. Le problème, c'est qu'il aurait servi, de toute façon, il se serait fait botter le cul. Malheureusement, c'est le contexte de l'époque. Le what if, j'arrive pas à y croire. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, il reste plus qu'une question, mais ça y est. Ouais, le 15. Alors, le 15, c'est Alex Champo. C'est aussi quelqu'un... Tu voulais qu'on finisse en beauté, on va finir en beauté parce qu'il va te challenger sur cette question-là. Alex Champo 71, qui aussi met beaucoup participe souvent à la communauté, ça fait très plaisir. Est-ce qu'on n'a pas vu Triple H trop beau avec WrestleMania 40? Il est sûrement sous pression avec TKO, mais depuis quelques temps, on dort. T'es d'accord? Bah oui. Limite, est-ce que Shawn Michaels ne fait pas un meilleur taf avec NXT? Bah pas loin, ouais, vraiment, ouais. Est-ce que Shawn Michaels c'est pas en train de devenir le Triple H à l'époque où Vince était... C'est vrai, parce que NXT, moi je ne suis pas, mais quand je vois la mise en avant et le peu que je vois, ça me paraît très très bien. Le seul truc que j'avais dit que ça me gênait, c'est par rapport au partenariat TNA, on va dire, que je trouve qu'il y a des points noirs, mais que dans le NXT, j'ai l'impression que si j'avais le temps, ce serait un produit que je suivrais, je pense. Parce que j'aime vraiment beaucoup la mise en avant des nouveaux catcheurs, des catcheurs que je ne connais pas. On va dire des nouvelles personnalités. Donc c'est toujours cool de voir ce qui va arriver plus tard en tant que star. Donc c'est des produits que j'aime bien suivre en général, mais là j'ai pas le temps. Et c'est vrai que je pense que ouais, avec la pression de TKO et tout ça de Netflix, il a les mains beaucoup plus liées que ce qu'on croyait. Et que il a fait un apothéose de storyline à WrestleMania 40, c'était top. Et que c'est vrai que il l'a dit, moi, le produit m'ennuie là depuis ce WrestleMania-là. Et que même le WrestleMania 41, je l'ai dit, pour moi, c'est un échec. Mais par contre, le problème, c'est que je pense que de toute façon, TKO, on a rien à foutre de... Attendez, vas-y Nico, ferme ta porte, vas-y, comme ça on est tranquille. Voilà. Désolé les amis, on tourne forcément chez toi, il peut y avoir du bruit. Non, j'ai envie de dire, je pense que la grosse limite, c'est que TKO, on a rien à foutre de NXT. Donc du coup, Shawn Michaels, il a un peu les mains libres. Il peut faire comme à l'époque où comme à l'époque, c'est ce que je te disais. McMahon avait rien à foutre de NXT. Voilà. Et donc du coup, là maintenant, ça a été les mecs à Hunter, maintenant c'est les mecs à Shawn, mais qu'en fait, une fois qu'ils montent d'un étage au-dessus, de toute façon, t'es bloqué par tous les officiels Et encore une fois, là par contre, c'est pour défendre les deux grosses fédérations de catch que ce soit EW et WWE. On est beaucoup à se dire, on aimerait voir le mec là plus souvent, on aimerait voir le mec là plus en avant, machin. Rendez-vous compte de leur roster. T'as pas de la place pour tout le monde. Donc du coup, t'es obligé de faire des choix. Et c'est le truc qu'il faudrait que ces mecs-là, que ces entreprises fassent. Excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Que ces entreprises fassent ça, ça veut dire arrêter de recruter juste pour recruter. Ah oui, mais tu te rappelles, et après on va tout doucement... Et que, des fois, même si c'est dégueulasse, les licenciements peuvent être compréhensibles aussi. Et qu'on est... ta catcheur, malheureusement, oui. Tu as besoin de renouveler de temps en temps, d'avoir des mais en fait, le truc, c'est que ça a toujours été le défaut de la WWE depuis 20 ans, et je le dis à chaque fois, c'est que ils virent des gens sans forcément renouveler ce qu'ils ont déjà. Parce que ils ne sont pas capables de créer des stars. Mais alors, tu vois, je vais juste me permettre une petite parenthèse, si tu me permets. D'accord. Non, mais on parle souvent des licenciements de la WWE, mais parce que tu crois qu'au NBA, il n'y a pas de licenciement. Dans tout il faut se dire qu'au NBA, tous les ans, tu as, je sais plus combien la draft, c'est peut-être 80 joueurs qui arrivent. Les équipes d'NBA sont bloquées, je crois, à 12, 13 ou 14 joueurs. Après, tu as les ligues mineures, mais si tu as 80 personnes qui arrivent, ça veut dire que tu en as 80 qui partent. D'office. Après, ça peut être des blessures, des retraites, des mecs qui sont tout simplement pas bons, des fins de contrat. Mais à un moment, ce que fait la WWE, c'est ce que font toutes les ligues sportives professionnelles. Toutes les grosses entreprises. Tu es obligé de renouveler. Même si c'est dégueulasse et que des fois, moralement, c'est dégueulasse. Le truc, c'est que ça fait partie, on va dire, de la vie. Mais parce que je voudrais de ce genre de business. J'aimerais bien qu'on arrête. Et ça, par exemple, c'est beaucoup de personnes qui le font. Style Sturi sera peut-être l'un des rares tacs que je vais mettre à Sturi de toute ma vie. J'en ai marre qu'on entende dire oui, mais la WWE, elle fait ses plus gros chiffres. Parce que tu crois que la NBA, elle fait pas ses plus gros chiffres, la NFL, elle fait pas ses plus gros chiffres. Toutes les ligues sportives font leurs plus gros chiffres en Amérique actuellement. Ça date pas de là. Sauf que la NBA, c'est un sport spectacle, donc c'est encore différent. Non, c'est un sport pour tout. Sauf que la WWE, pardon. Sauf que la WWE, c'est un sport spectacle. Mais la NBA, elle fait pareil. Elle rentre du pognon comme elle a jamais rentré. Tous les ans, faut rentrer des nouveaux joueurs. Et t'en as qui partent sur le carreau. Et elle licencie. La moyenne d'une carrière NBA, c'est 4 ans. Hein. Oui.
Donc, c'est ton premier contrat NBA, éventuellement un deuxième. Et après, pour la majorité des joueurs, c'est fini. Oui. Les grosses stars, elles continuent. Et dans le monde du catch, malheureusement, très souvent, les gens pleurent sur certains catcheurs licenciés. Même moi, je le dis. Mais c'était pas une critique. Le truc, c'est qu'après, tu prends du recul, tu te dis, ouais, mais ils en faisaient quoi? Bah, c'est ça. Et que maintenant, c'est bien parce que le catch est beaucoup plus démocratisé. Peut-être le gars, il va gagner moins d'argent parce que c'est vrai que quand t'as la WWE, les mecs, ils ont tout. Oui. Mais il y a les alternatives. Donc le gars, s'il est talentueux et qu'il a envie, ou la fille, elle est talentueuse et qu'elle a envie, elle pourra quand même continuer sa carrière et pourra pas revenir un jour. Et moi, je suis baron. Elle pourra pas revenir, elle va le considérer comme un échec, comme Cody. Il avait considéré sa carrière première WWE comme un échec. Il est parti. Il a tout fait pour. Il s'est donné les moyens. Il a créé une fédération et le gars, il est revenu à la maison comme une star. Ouais. Mais donc, regarde, pas tout le monde aura ce parcours-là, mais non, tu pourras peut-être pas revenir comme star. Non, mais par contre, tu pourras peut-être revenir. C'est cyclique le catch. Et ça prend du temps. Mais sur le moment même, des fois, il y a des gens, l'ambition fait que tu ne pourras pas de toute façon aller plus haut. Et que si t'as pas le temps d'antenne, que t'as pas les scripteurs avec toi, que t'as pas les machins, il y a beaucoup trop de conditions. C'est une carrière extrêmement difficile. Le catch, j'ai l'impression que la carrière des performeurs est limite plus difficile que le cinéma. Oui. Parce qu'en fait, le mec, il pourra trouver un contrat dans d'autres films, parce qu'en fait, il y a pas que les grosses entreprises qui font des films, c'est les indépendants, les trucs comme ça. Dans le monde du catch, c'est un peu pareil. Sauf qu'en fait, dans les gros contrats et le médiatique, il y en a que 3 ou 4 des fédérations. Tu te rappelles qu'on a souvent parlé, toi et moi, il y a des années, avec The Shield, qu'on avait toujours dit que les 3 ne pourront pas être stars. Oui. C'est pas possible. Il y en aura un qui devra partir. Ben ça, on s'est pas trompé. Parce qu'il y avait pas la place pour les 3. Pas parce qu'il était pas bon, Dean Ambrose. Mais parce que là, il n'y avait pas la place. Il y avait d'autres conditions. Il y a aussi que le fait que le style lui allait pas et tout ça. Oui, c'était moi, je le trouvais ennuyeux, la WWE. Après, c'est mieux après. Ah bah, Jon Moxley, c'est un mec génial, mais il est dans un univers qui lui va. Ouais, voilà, c'est ça. À la WWE. C'est pas un mec qui est fait pour la WWE. Voilà, mais c'est super d'avoir pu, mais nous, on l'avait dit à un moment, quand les mecs, ils disent, moi, je veux être en main event, il n'y a pas de la place pour tout le monde en main event. Des main event, il y en a qu'un. Maintenant, on t'en a fait 2. Mais pour moi, des main events de WrestleMania, il y en a quand même qu'un. Ouais, c'est celui de la nuit 2. C'est celui de la nuit 2. Il y en a qu'un seul des main events. Mais bon, voilà, on te dit, ok, c'est le révisionnisme habituel de la WWE. Il y a 2 main events à SummerSlam, il y a 2 main events à WrestleMania. Des shows, je sais plus quel show, c'est show, ils ont inauguré le nouveau titre mondial. C'est en Arabie Saoudite, il me semble. Un show avec 3 main events. Non. Le main event, c'est ce qui clôture la carte. Il y en a qu'un. Et ils te disent 3 main events, et l'un des 3 matchs-là, il est en opener. Parce que oui, mais après il joue sur les mots. C'est la carte. Comme le Rumble, tu vas au main event de WrestleMania. Non, mais tu vas à un match pour le titre à WrestleMania. Alors que d'autres fédérations, là je vais parler de ma cam, le Japon, quand tu gagnes le G1 Climax, tu vas au main event. Tu vas au main event de Wrestle Kingdom. Des fois, il y a des catcheurs qui utilisent leur contrat pour ça avant. Ça arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais t'es sûr que tu vas affronter le titre mondial dans le main event. Mais ça s'enlève jamais, ça. Ça, c'est le révisionnisme WWE, c'est parce que c'est plus beau de dire que tu vas au main event de WrestleMania. Donc, pendant les quelques semaines qui suivent le Royal Rumble, c'est la folie. Et puis, ça fait discuter sur les réseaux sociaux. Et comme c'est un Valker qui fait de la controverse, du coup, ça alors là, c'est encore mieux. Voilà. Alors, Messiah, je vais te remercier, mais d'abord, je vous remercie à tous pour les questions que vous avez posées. Ouais, merci les gars d'avoir participé. C'était sympa. Je voulais faire 1h15, 1h20, on a 2h. Oui, de toute façon, comme d'habitude. Comme d'habitude. Les amis, on se retrouve très prochainement sur des carrières de catcheurs. Hein, Messiah? Oui. Et je te remercie parce qu'ils t'ont challengé, t'as été très pertinent. J'ai essayé. Et les amis, je compte sur vous pour faire vivre encore une fois cette émission, nous donner de la force, et j'ai envie de vous dire, à bientôt les amis. Merci. À bientôt, ouais. Salut. Salut. Et voilà.